Quelque part dans l'océan, un bateau de pêche traverse une mauvaise passe. L'un des membres de l'équipage, un garçon de seulement 14 ans, est forcé de travailler là-bas parce que ses parents, des gens horribles, refusaient de le soutenir. Une terrible tempête frappe la zone, et les poissons commencent à tomber de leurs conteneurs, semant le chaos. Le garçon tente d'en retenir quelques-uns, mais au milieu de cette pluie de poissons, le temps s'arrête. Enveloppé dans une sensation terrifiante, il aperçoit une figure mystérieuse qui l'attache et lui appose un seau de vendu. Ensuite, le temps reprend son cours comme si rien ne s'était passé, mais le garçon disparaît du bateau. Peu après, il se retrouve flottant dans un monde sombre et effrayant, se demandant où il se trouve. L'être inconnu lui répond qu'il est dans le monde inférieur, où résident les démons. La créature démoniaque se présente sous le nom de Sullivan et lui révèle que ses propres parents ont vendu son âme. Effrayé, le garçon se débat en pensant aux atrocités qu'il pourrait subir. Mais en arrivant au château de Sullivan, il réalise que la situation est bien différente de ce qu'il imaginait. Il est placé sur un trône, et Sullivan lui propose un souhait inattendu, devenir son petit-fils. Sullivan confie que c'était son rêve de toujours, jalousant ses amis ayant déjà des petits-enfants. Le garçon demande s'il a vraiment le choix d'accepter ou non, et la créature lui répond qu'il ne le forcera en rien, car c'est lui qui décide. Ce moment révèle que le protagoniste est une personne fondamentalement gentille, qui n'a jamais su dire non à personne. Le démon lui enseigne 3 mots qui permettent de faire exaucer tout vœu: s'il te plaît, aide-moi et je t'en supplie. Fidèle à son habitude de ne jamais refuser personne, le garçon accepte le contrat et devient officiellement le petit-fils de Sullivan. Rapidement, il reçoit une nouvelle chambre et un uniforme scolaire. Sullivan lui explique que, n'ayant jamais eu la chance d'aller à l'école en raison de son enfance traumatique, il devra désormais fréquenter une école de démons. Sullivan vaporise ensuite un parfum sur lui signalant que s'il arrivait au collège avec une odeur humaine, il serait immédiatement dévoré. Ce parfum le protégera de cette menace. À la fin de la conversation, Sullivan révèle qu'il l'aurait mangé pour le dîner s'il avait refusé son offre. En quittant la chambre de son nouveau petit-fils, Sullivan lui recommande de dormir, car le lendemain marquera le jour de son admission au nouveau collège. En sortant, il est abordé par son serviteur Opéra, qui s'interroge sur son choix d'adopter un humain, alors qu'il aurait pu choisir n'importe quel démon. Sullivan lui répond mystérieusement qu'il comprendra bientôt les raisons de son choix. Le lendemain matin, le garçon prend une photo avec son grand-père devant l'école pour immortaliser cet instant. Après avoir dit au revoir, Sullivan laisse Opéra accompagner le jeune garçon jusqu'à l'entrée du collège, situé à l'issue d'une longue et sinistre vallée. Il se dirige ensuite vers l'auditorium où se déroule la cérémonie d'admission, alors que de nombreux élèves arrivent avec leurs ailes démoniaques. Les êtres du monde inférieur commencent à chanter l'hymne de l'école, exaltant l'honneur d'être un démon et affirmant que la seule utilité des humains est de servir de nourriture. À la fin, un bref discours est annoncé pour le directeur de l'école, admiré de tous comme le futur roi des démons. Malheureusement pour Hiruma, qui tentait de ne pas attirer l'attention, il découvre que son nouveau grand-père est en fait le directeur de l'école. Sullivan monte sur scène, annonçant qu'il a un nouveau petit-fils qui étudiera dans l'institution, exhibant fièrement une photo prise avec Hiruma le jour de sa première entrée. Désormais, tout le monde sait que le nouveau venu est le petit-fils du directeur. Après cette annonce, les instructeurs introduisent le discours d'un représentant des nouveaux élèves, un prodige nommé Asmodée, idolâtré par tous. Hiruma se réjouit car l'attention se tourne enfin vers quelqu'un d'autre. Mais au moment où Asmodée s'approche de la scène, les instructeurs annoncent une erreur, ce n'est plus lui qui fera le discours, mais le petit-fils du directeur. Choqué, Hiruma se retrouve sur scène et découvre une lettre de Sullivan lui indiquant de lire exactement les mots inscrits. Ne comprenant pas, car ils sont en langue démoniaque, il prononce le discours, stupéfiant tout le monde avec des mots effrayants. À la fin, il est applaudi, un instructeur qualifiant le discours de dangereux et impressionnant. En demandant ce qu'il avait lu, Hiruma apprend qu'il s'agissait d'un puissant sortilège qui, mal récité, aurait pu faire exploser son corps. Il est déçu d'apprendre que le sort ne sert qu'à éviter de trébucher toute la journée. Alors qu'il descend de la scène, Hiruma est défié en duel par Asmodée, furieux d'avoir été éclipsé. Devant toute l'école, Asmodée lance de puissantes boules de feu qu'Hiruma esquive pendant 20 minutes. On comprend alors que cette incroyable capacité d'évitement provient de ses expériences passées, ayant survécu à ses parents cruels, il est devenu un maître pour esquiver tout ce qui est douloureux ou dangereux. Ses capacités de combat peuvent être faibles, mais sa défense est infaillible, ce qui impressionne tout le monde. Asmodée, frustré, décide alors d'utiliser ses arts martiaux, conjurant une épée de feu pour attaquer Hiruma. Mais Hiruma retourne l'attaque en utilisant la force d'Asmodée contre lui, provoquant une explosion et remportant le duel avec une prise spectaculaire, le German suplex. Tous les spectateurs sont impressionnés par sa performance. Plus tard, dans le bureau du directeur, Hiruma est terrifié par les événements de la journée, tandis que Sullivan est très fier de lui. Asmodée entre, s'incline devant Hiruma et lui jure fidélité. Il lui explique que, selon les règles, le perdant d'un duel devient le serviteur du gagnant, et il est maintenant prêt à aider Hiruma à gagner la loyauté de tous les élèves de l'école.
Le matin suivant, il se réveille, effrayé par un terrible rêve où il est vendu, enfant, par ses parents au roi des démons. Mais en ouvrant les yeux, il réalise que sa réalité n'est pas si éloignée de ses cauchemars. Son grand-père lui rappelle que c'est son premier jour de cours, la veille n'était que la cérémonie d'admission. À partir de ce jour, il devra suivre des cours. Un peu angoissé, il pense à expliquer à Sullivan qu'il ne veut pas aller à l'école, mais il n'ose finalement pas exprimer son opinion. Il prend son petit déjeuner et remarque que la nourriture est bien meilleure que celle du monde des humains. Ensuite, le démon montre à son petit-fils des fournitures scolaires incroyables qu'il a achetées, y compris un réveil infernal pour le réveiller tous les matins. En sortant de la maison pour se rendre à l'école, le garçon aperçoit une nuée d'élèves volant vers l'établissement. Hiruma tente de ne pas attirer l'attention, mais en arrivant, il croise Asmodée, qui, heureux de le voir, lui dit qu'il a attendu 6 heures pour son arrivée à l'école. Les deux prennent ensemble le chemin de leur salle de classe. Le protagoniste découvre qu'il fait partie du même groupe que son nouveau serviteur, Asmodée. Ce dernier explique que l'école divise les 163 élèves en plusieurs groupes et qu'ils auront un rituel d'invocation de familiers, une ancienne tradition où les étudiants invoquent une bête magique pour la soumettre à leur volonté. Le rang de l'élève sera déterminé par le monstre qu'il réussira à invoquer. Dans la salle des familiers, le professeur Naberius Kalego, qui est aussi conseiller scolaire, les évalue. Il a une présence intimidante et ressent de l'aversion pour Hiruma depuis le discours de la cérémonie, espérant que le garçon échoue au rituel. Il montre aux élèves un panneau expliquant les étapes de l'invocation, dessiner un cercle de sang, placer la feuille dans le cercle magique, et brûler la feuille pour que la fumée prenne forme et fasse apparaître le familier. Frustré par cette explication détaillée, le professeur détruit le panneau et ordonne aux élèves de faire la queue pour commencer le rituel. La majorité des élèves échouent, ne parvenant qu'à invoquer de petites créatures. Puis vient le tour d'Asmodée, qui dessine un cercle de sang et réussit à invoquer une immense et majestueuse serpent blanc avec des ailes démoniaques et une queue enflammée. Tout le monde est émerveillé, et le conseiller reconnaît l'animal comme un cobra gorgon, impressionné par l'extraordinaire lignée d'Asmodée. Ensuite, c'est au tour d'Hiruma, qui redoute l'échec, pensant qu'étant humain, il ne parviendra pas à invoquer un familier et sera ainsi expulsé de l'école pour retourner dans le monde humain. Mais en réalisant les étapes du rituel, il libère accidentellement un pouvoir immense. Quand la fumée se dissipe, tout le monde est choqué de voir que le novice a invoqué. Le professeur Kalego lui-même. Kalego, seulement partiellement invoqué, demande à Hiruma de l'aider à entrer entièrement dans le cercle, sans quoi son corps serait coupé en deux. Le protagoniste obéit, transformant ainsi Kalego en son propre familier, un petit oiseau démon incapable de voler correctement. Hiruma gagne l'admiration des élèves pour cet exploit inattendu. Kalego, furieux dans sa forme démoniaque, essaie d'attaquer le garçon, mais une barrière magique rouge l'en empêche, car les familiers doivent obéir à leur maître. Après cet événement tumultueux, Hiruma et son professeur se rendent dans le bureau du directeur, qui explique qu'un pacte d'invocation ne peut être annulé et que Kalego sera lié au garçon pendant 1 an. Kalego, résigné, retourne à sa routine scolaire. Hiruma, quant à lui, commence à attirer l'attention dans les couloirs de l'école, devenant rapidement une célébrité pour ne pas avoir de rang défini et pour avoir fait de son professeur son serviteur. Alors qu'il se promène dans le couloir, il croise une jeune fille démon qui sort de sa classe, renversant une pile de caisses. Elle se présente comme Clara, une fille excentrique et extravertie. Asmodée explique à Hiruma qu'elle est connue pour son comportement étrange et qu'elle n'a donc aucun ami. Un professeur qui passait par là remarque l'agitation des élèves autour des trois et les envoie dans la cour de l'école. Une fois arrivé, il voit Clara, la fille étrange, leur proposer de jouer avec ses nombreux jouets macabres et de participer à des jeux légèrement troublants. Elle demande ensuite à Hiruma d'imiter certaines choses, avec un s'il te plaît, elle réussit à le convaincre de faire tout ce qu'elle lui demande, comme imiter un arbre, un vent violent, et un chien démoniaque. Ainsi, les trois passent une bonne partie de la journée à jouer et courir autour de l'école. Après 2 heures sans s'arrêter, Asmodée et son ami s'effondrent sans souffle sur l'herbe. Voyant cela, Clara sort une bouteille d'eau et une collation de sa poche pour ses nouveaux amis. Lorsqu'on lui demande comment elle fait, elle explique que c'est un pouvoir spécial de sa famille, elle peut sortir n'importe quel objet qu'elle a déjà vu au moins une fois de ses poches. Hiruma remarque que d'autres élèves profitent de l'innocence de Clara, lui demandant souvent de leur donner des boissons et de la nourriture. Le lendemain matin, Hiruma est réveillé par son réveil infernal et se rend immédiatement à l'école. En se promenant dans les couloirs, il entend des élèves dire que le seul intérêt d'Hiruma pour Clara est son pouvoir, ce qui déçoit profondément la jeune fille. Elle va alors voir Hiruma dans la cour et lui propose de jouer encore une fois. Mais Hiruma refuse cette fois, ce qui pousse Clara à insister. Elle finit par pleurer, disant qu'il est comme tous les autres, seulement intéressé par sa capacité. Hiruma nie et lui dit qu'il n'a pas besoin qu'elle lui donne de la nourriture ou des boissons, il aime passer du temps avec elle simplement pour ce qu'elle est. Touchée par ces mots, Clara est émue et sourit de joie. Le groupe d'élèves profiteurs arrive et demande, comme d'habitude, de nouvelles boissons. Cette fois, Clara fait apparaître une machine à boissons gazeuses juste au-dessus d'eux,
leur disant de payer avec leur propre argent, leur donnant ainsi une leçon. Le jour suivant, Asmodée et Clara viennent chercher Hiruma personnellement à sa porte. Bien que surpris par cette amitié, il se demande s'il peut vraiment avoir des amis démons. Une fois à l'école, ils vont à la cantine où Hiruma découvre que les repas sont gratuits, mais la qualité dépend du rang de chacun. N'ayant pas encore de classement, il se retrouve avec les options les plus simples. Asmodée, voyant que son ami ne sait pas quoi choisir, décide de préparer les plats et lui demande de l'attendre à la table. Le protagoniste est heureux de cette attention, car il ressent pour la première fois qu'il se fait de véritables amis. En arrivant à table, Asmodée lui apporte quelques plats pour qu'il les goûte. Ils sont alors surpris de voir plus de 50 types de plats différents déposés sur leur table. Il s'agissait d'une blague de la part des autres élèves envers le nouveau, mais le garçon en profite et mange tout en quelques secondes. Par la suite, il remercie le chef cuisinier qui, épuisé d'avoir préparé tant de nourriture, finit par s'évanouir. Pendant ce temps, Clara crée du remue-ménage à un autre stand de nourriture en observant chaque aliment et en le reproduisant depuis ses poches, ce qui cause des pertes pour le propriétaire, qui finit par la chasser. Avec toute cette agitation, le professeur Calego se rend au réfectoire pour identifier le responsable de ce désordre. En arrivant, il découvre Clara, qu'il considère comme insupportable et imprévisible. Cependant, Clara apprend que le professeur est en fait le familier de son ami Hiruma, alors elle lui demande de placer un seau sur sa main. En suivant ses instructions, Hiruma invoque son professeur sous la forme de son familier, ce qui impressionne tout le monde autour. Le propriétaire du stand remarque le seau qu'Hiruma n'a pas payé, et il les expulse en brandissant un bâton de bambou. Assis sur l'herbe du campus, le trio discute de la possibilité d'être dans la même classe pour l'année scolaire. Asmodée promet qu'ils découvriront le nom des élèves de chaque classe le lendemain. Gêné, le protagoniste demande aux deux étudiants s'ils peuvent devenir ses amis. Ils semblent d'abord perplexes, car les démons ne connaissent pas vraiment le concept d'amitié. Hiruma leur explique qu'un ami est quelqu'un avec qui on joue, mange, et passe du temps. En entendant cela, Asmodée et Clara acceptent son amitié et commencent à se chamailler pour savoir qui sera l'ami numéro 1. L'administration du collège finit de composer la liste des classes, et Hiruma découvre qu'il est placé avec ses deux nouveaux amis dans la classe des inadaptés, faite pour les élèves à problème. Le matin, alors qu'il était en train de manger, Hiruma reçoit un message de son grand-père lui annonçant qu'il l'a mis dans la classe des élèves les plus perturbateurs et turbulents de l'école. Selon lui, en causant plus de problèmes et en attirant plus l'attention que son petit-fils, le garçon pourra mener une vie normale d'étudiant au lycée. Le garçon accepte ça comme d'habitude et part pour l'école avec ses deux amis, Clara et Asmodée, qui découvrent également qu'ils ont été mis dans la classe des anormales. Le prodige dit que ça ne l'importe pas, après tout ce qu'il souhaitait, c'était être dans la même classe que son nouvel ami. La sonnerie de l'école retentit, et les élèves commencent à vérifier leur nom sur la liste, un moment de joie pour certains, de tristesse pour d'autres. Clara savait déjà qu'elle était dans la même classe, mais elle a quand même décidé de célébrer, attirant encore plus l'attention sur le trio. Les nouveaux camarades commencent à se promener dans les couloirs à la recherche de la salle des délinquants. Le protagoniste est émerveillé par tous les aspects de cet endroit qui lui rappelle une école du monde humain, bien qu'il n'y ait jamais étudié. À ce moment-là, un certain sortilège se déclenche. Clara commence à le poursuivre rapidement. Asmodée dit que ce signal est probablement un indicateur qui mène l'élève d'honneur jusqu'à sa classe. Le groupe décide donc de suivre l'étrange signal et après un certain temps, se demande s'ils ne sont pas en réalité en train d'être emmenés hors de l'école. Ils se retrouvent face à une entrée souterraine et suivent le chemin indiqué, traversant un parcours rempli de déchets et d'une odeur insupportable. Enfin, ils arrivent devant une porte vieille et abandonnée. Hiruma décide de l'ouvrir prudemment, mais il est interrompu par Clara qui, emportée par sa joie insensée, pousse le garçon, ouvrant la porte d'un coup. À cet instant, un mécanisme se déclenche, tirant de nombreuses armes en direction du garçon. Il les esquive de façon incroyable grâce à sa parfaite maîtrise du mouvement. Lorsqu'il se remet du choc, il remarque que tous ses camarades de classe sont impressionnés. Selon eux, c'était une épreuve pour les nouveaux arrivants, affirmant que personne n'avait jamais survécu à cette dangereuse piège. Un des étudiants de la classe dit que quelqu'un a été perforé par les épées, attirant l'attention de tous. Un nouvel élève entre alors par la porte, un gros dur envoyé dans la classe des anormaux pour avoir combattu un professeur. Il déclare qu'il n'est pas un lâche qui évite les lames, car il doit devenir le plus fort possible pour devenir le roi des démons. À ce moment-là, on apprend que ce titre n'est occupé par personne dans le monde inférieur. Celui qui sera choisi pour ce rôle doit être la créature la plus forte, la plus crainte par les autres. L'élève explique aussi que les démons sont classés en 10 niveaux et seuls ceux qui sont en haut de la liste, appelés Yod, peuvent briguer le poste de roi. Il raconte qu'il a battu son professeur lors d'un duel, car c'est la méthode la plus rapide pour monter dans le classement, puis menace Hiruma, lui disant que si l'élève d'honneur gêne son ascension, il devra en subir de graves conséquences. Asmodée interrompt la conversation et prévient le dur que son ami ne peut pas être menacé. Voyant qu'Asmodée est à la botte d'Hiruma, Sabro dit qu'il ne peut plus le compter parmi ses rivaux. Furieux,
Il répond qu'il n'est pas son serviteur mais son ami. Tout le monde dans la classe, y compris les démons, se demande ce que signifiait ce mot. Alors que le protagoniste commence à se lasser de la situation, le professeur entre dans la salle. Il est le maître de la classe et, pour son malheur, il doit encore faire face à Hiruma. Irrité d'être responsable des délinquants, il commence rapidement à faire l'appel et ordonne aux étudiants de se rendre à l'extérieur de la salle, car ils passeront un nouveau test qui déterminera le classement de chacun. Il explique que le classement serait déterminé après avoir passé un nouveau test, qui consisterait en une course jusqu'à la fin d'un vallon couvert de brouillard. L'objectif est d'atteindre le drapeau rouge situé à la fin du parcours. Kalego réalise un rituel d'invocation. Le panneau d'invocation réapparaît et explique aux élèves qu'il y a 2 chemins pour réussir l'épreuve. Le premier passe par la vallée de la mélodie de l'oiseau, qui est le plus long mais aussi le plus tranquille. Le second est la vallée des décapitations, remplie de dangers et de créatures démoniaques, mais c'est le chemin le plus court pour atteindre l'objectif. Kalego est furieux, détruit de nouveau l'invocation et affirme que tout le monde doit prendre le chemin long, car il est plus sûr et doit éviter la vallée des décapitations, car dans cet endroit vit une créature qui contrôle toute la zone, un danger extrême pour quiconque envahit son territoire. Le professeur commence l'épreuve. Tous les étudiants s'envolent avec leurs ailes, sauf un qui n'a aucune idée de comment accomplir ce test. Il est entraîné vers le bas de la montagne par la vitesse de ses camarades. Le garçon est poussé pour forcer le début de l'épreuve et tombe de très haut car il ne sait pas voler. Les élèves se séparent, chacun faisant face à divers obstacles sur le chemin, comme des oiseaux démoniaques et des plantes venimeuses. Asmodée avance à grande vitesse pour être le premier à atteindre le drapeau, utilisant son invocation serpent pour l'aider à éliminer tous les ennemis. À ce moment-là, le garçon prodige découvre que Clara était sur son dos tout ce temps. La fille a profité de la vitesse et de l'habileté de son ami, ce qui rend le jeune homme furieux. En plein milieu de sa crise de colère, Asmodée voit que Sabro a choisi de passer par la vallée des décapitations pour arriver au sommet du classement plus rapidement. Le dur passe par un décor catastrophique, entouré par une violente tempête, et avec le moindre faux pas, il pourrait être emporté dans les profondeurs de cet endroit. Kalego se demande ce qu'il est devenu d'Hiruma, et on apprend que le garçon, après être tombé de la montagne, a été capturé par un groupe de vautours démoniaques qui, en ce moment même, le portent dans leur bec. L'un des vautours dépose le protagoniste dans un nid très particulier. Asmodée essaie maintenant de sauver Clara, qui est en train d'être dévorée par une plante carnivore. La fille dit que c'est un destin cruel et se dit adieu à son ami. Le garçon prodige, n'en pouvant plus de la situation, utilise son épée de feu pour trancher la créature en deux et sauver la fille une bonne fois pour toutes. Hiruma remarque alors qu'il se trouve face à un gigantesque oiseau démoniaque et pense qu'il ne s'en sortira pas vivant. La bête commence à dormir, et en bougeant, le garçon remarque que sa jambe est blessée. Il tente de montrer à l'animal qu'il veut l'aider en se faisant lui-même une coupure, puis en y appliquant quelque chose pour arrêter le saignement, affirmant qu'il veut faire de même pour l'oiseau démoniaque. La créature accepte cette aide inattendue. Cependant, alors que le protagoniste se prépare à l'aider, une goutte de son sang entre en contact avec la blessure de l'oiseau, provoquant ainsi la guérison instantanée de la créature. Le garçon reste perplexe, ne comprenant pas ce qui s'est passé, et réfléchit à ce qu'un simple humain pourrait acquérir comme pouvoir dans le monde inférieur. L'oiseau décide de lui donner un coup de pouce jusqu'à l'endroit souhaité en guise de remerciement. Ainsi, les deux quittent le nid en direction de leur objectif. À ce moment-là, nous voyons que Sabro lutte contre le redouté gardien de la vallée des décapitations, une bataille extrêmement difficile. Le garçon du refuse de perdre, poussé par son désir de devenir le roi des démons depuis qu'il est tout petit. Aucun de ses frères ou membres de la famille ne s'est intéressé au poste, c'est pourquoi il compte obtenir ce titre pour honorer sa famille. Il utilise donc une capacité spéciale développée exclusivement par son propre clan, appelée création d'armes, qui lui permet de créer des armes à partir du même matériau qu'il mord. Le garçon place un morceau de bronze entre ses dents et fait apparaître dans ses mains une énorme hache. Il attaque le monstre avec plusieurs frappes, mais son adversaire parvient à esquiver facilement, entrant dans un état de colère. Sabro mord une petite plaque d'argent qu'il porte en collier et invoque une épée puissante faite du même métal. Il fonce sur la créature, qui parvient à parer ses puissantes attaques en utilisant seulement ses griffes. En voyant que la bataille penchait complètement en sa faveur, le garçon se préparait à recevoir le coup fatal. Cependant, Hiruma se place devant lui demandant d'arrêter le combat. Ne comprenant pas ce qui se passe, son camarade de classe l'éloigne, lui demandant de ne pas interférer dans son affrontement. Le protagoniste, qui avait avec lui l'oiseau géant qui lui donnait une chevauchée, se rend compte qu'il s'agissait du fils de la créature qui hante la vallée des décapitations. Heureux de se retrouver ensemble et avec la blessure du seul successeur guéri, les deux créatures s'inclinent devant les garçons en signe de gratitude. À la fin du test, le professeur attend l'arrivée des élèves, et Asmodée est le premier à terminer la mission, déclarant que Clara était toujours sur son dos, profitant de sa vitesse tout ce temps. Le garçon prodige se demande où pouvait bien être Hiruma, imaginant que son ami était déjà arrivé. Le temps passe, et la grande majorité des étudiants terminent l'épreuve. Finalement, le protagoniste et Sabro, dans les dernières secondes,
impressionnent tout le monde en arrivant sur le gardien de la vallée, mais malgré cela, le professeur les reçoit en montrant la plaque de la dernière position, expliquant à ses camarades pourquoi ils ont été les plus lents lors de l'épreuve. Le professeur explique qu'il va annoncer le niveau de chacun à l'aide du hibou hareng, qui a observé tous les participants pendant tout le test. Il précise qu'il suffit de mettre la main dans la poche de la créature et d'en sortir une insigne, laquelle affichera le classement de chacun. Les élèves forment une file, et le premier à connaître son rang est Asmodée, qui obtient la 4e position parmi les 10 niveaux du classement démoniaque. Nous comprenons que plus le nombre est élevé, plus le démon est puissant, et évidemment, le garçon prodige surprend tout le monde avec son rang. Les étudiants reçoivent leurs résultats, et la plupart se retrouvent dans les dernières positions, avec les classements 1 ou 2, à l'exception de Clara, qui, étant la 2e à avoir terminé l'épreuve, se classe en 3e position, ce qui agace son amie, sachant qu'elle a réalisé tout le parcours sur son dos. Hiruma est appelé pour connaître son classement et met la main dans la poche du hibou, mais il est effrayé et s'envole rapidement très loin du lieu. Le garçon est confus, n'ayant pas pu savoir à quelle position il était, mais ses camarades sont stupéfaits en voyant qu'il tenait un anneau en or. En voyant cela, Sabro se souvient de son enfance, où son père lui racontait la prophétie du roi démon, un être puissant d'un autre monde, qui porterait un anneau en or à la main droite. Une créature obscure sort de l'anneau, effrayant Hiruma. À ce moment-là, cette entité inconnue pousse un cri extrêmement puissant, mettant tous les démons proches dans un état de coma, à l'exception du protagoniste, qui ne souffre pas du tout de cette attaque sonore. Clara a alors l'idée brillante de chanter une berceuse à l'ombre démoniaque, et contre toute attente, cela fonctionne, apaisant la créature et cessant le cri assourdissant. Le professeur, qui avait l'intention d'intervenir, est menacé par la créature obscure, qui lui montre que si quelqu'un intervient, il se fera couper le bras. Les amis du garçon s'approchent pour aider, mais voient leur énergie drainée par l'entité maléfique. Alors que la situation devient de plus en plus complexe, le directeur de l'école arrive et informe Hiruma que cet anneau est un anneau glouton, qui se nourrit du pouvoir de son porteur. La créature criait ainsi car cela faisait un long moment qu'elle n'avait pas été nourrie. Le directeur explique qu'en gardant le monstre nourri, le garçon n'aura aucun problème avec lui. Son grand-père lui donne une partie de son énergie pour que le démon retourne dans l'anneau. Ainsi, la première journée d'école se termine, avec tous les élèves classés. Hiruma finit à la position la plus basse, n'ayant pas obtenu son insigne avec le hibou. Mais au final, le garçon est heureux du résultat, car cela lui permet de ne pas attirer l'attention de qui que ce soit. Le lendemain, il poursuit sa vie d'étudiant normalement, sans attirer les regards des autres élèves. Entre-temps, son grand-père ne lui facilite pas la vie en le déposant devant les portes du collège dans sa nouvelle carrosse. En suivant les ordres de son maître, Opéra déroule un tapis rouge et annonce l'arrivée du futur directeur. Le garçon se sent gêné par toute cette mise en scène et, immédiatement, baisse la tête pour se diriger vers sa nouvelle classe. Ce jour-là, après avoir fait l'appel, le professeur Kalego informe les élèves qu'ils auront de nouvelles leçons avec d'autres tuteurs et qu'ils doivent éviter de faire des idioties pour le reste de la journée. Ainsi, Hiruma et ses amis passent la journée entière à apprendre sur divers domaines de l'éducation démoniaque. À ce moment-là, la classe se trouve dans la Tour des Fleurs, un lieu où ils vont apprendre la démonologie avec la professeure Stola. Cette nouvelle tutrice explique que l'activité du jour consiste à faire fleurir une plante en utilisant la magie pour accélérer le processus. Elle précise qu'après avoir lancé le sort, la petite graine prendra la forme souhaitée par l'utilisateur, générant ainsi divers types de plantes. Hiruma sait qu'il ne pourra pas accomplir cette tâche, car il ne peut pas utiliser la magie, étant simplement humain. Peu après, il remarque la présence d'élèves vétérans et même du conseil étudiant à cet endroit. Sentant la pression, Sabro se rappelle que son objectif est de devenir roi. Mais alors que quelqu'un jure en lançant le sort, cela fait apparaître une plante dévoreuse qui engloutit tout ce qui l'entoure. Le jeune garçon reçoit la note de B de sa professeure et se sent déçu de lui-même. Quant à Asmodée, il lance sa magie sur sa graine, créant une plante flamboyante capable de supporter l'intensité de ses propres flammes. Stola trouve cela intéressant et attribue la note de A au jeune garçon, ce qui provoque une petite dispute entre le prodige et l'élève bagarreur. Ainsi, tous les élèves de la classe finissent par conjurer leurs propres plantes. Certaines sont originales, d'autres très étranges, et d'autres encore totalement bizarres, comme le cas de Clara, dont la graine produit une plante totalement inconnue, appartenant à son petit arbre. Hiruma, voyant que tous ses camarades réussissent à invoquer quelque chose, tente à son tour de lancer le sort sur sa graine. En récitant les mots magiques, une lumière émerge de son anneau. La magie opère alors, émettant une lueur bleue qui illumine toute la tour des plantes. Son grand-père ne s'en inquiète pas. En fait, l'anneau de gloutonnerie qu'il lui avait offert le matin même a été imprégné de son propre pouvoir. Cela permet à quiconque portant l'anneau d'utiliser des sorts. À cet instant, un gigantesque cerisier japonais prend racine et s'étend à travers une grande partie de l'institution. Quelques secondes plus tard, un élève se précipite dans le bureau de la présidente du conseil étudiant pour l'informer de cet événement. Elle réfléchit alors, se rappelant que cet arbre ne pousse que dans le monde des humains.
Dans ses mains, elle tient un carnet contenant des notes sur la possibilité que certains élèves soient réellement humains. Plus tard dans la journée, on découvre qu'il existe un groupe d'élèves froids et calculateurs qui parcourt l'école, traquant les élèves turbulents et désajustés pour leur donner une leçon. Ce groupe d'élite est connu sous le nom de Conseil étudiant, dirigé par sa présidente, qui est aussi leur leader. Cependant, elle continue de douter de l'existence des humains, car seuls les démons de rang élevé ont accès à cette information. Elle entre dans une salle secrète, ouvrant un passage dissimulé menant à des manuscrits anciens de sa famille qui confirment l'existence des humains. En ouvrant un livre, elle découvre une histoire romantique entre deux étudiants. Ce n'était pas un simple manga. Elle est fascinée par cette histoire, mais en même temps confuse, car elle ne comprend pas tout ce qui est écrit. Sentant la présence de quelqu'un qui s'approche, elle range rapidement le livre et quitte les lieux sans se faire remarquer. Dans les environs de l'école, Hiruma propose son aide pour nettoyer les nombreuses pétales tombés de l'arbre qu'il a invoqué. Les travailleurs lui demandent alors d'emmener tous les nombreux sacs de déchets à l'extérieur. Fidèle à sa nature de ne jamais refuser une demande, il accepte. Asmodée, son ami, s'approche pour l'aider et, afin de lui épargner du travail, il brûle tous les déchets sur place. Mais en déplaçant les sacs, Clara trébuche sur une pierre, renversant les résidus sur ses camarades. Le protagoniste, réalisant qu'il se fait tard, suggère qu'il devrait rentrer. Toutefois, il décide de rester pour nettoyer tout le désordre. Plus tard, alors qu'il parcourt les couloirs de l'école, Hiruma croise la présidente du conseil étudiant. La jeune fille, embarrassée, se rend compte que cette même scène est identique à une situation décrite dans le manga qu'elle a lu. Elle imagine rapidement que le garçon est en train d'essayer de la séduire pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Avec cette action d'Hiruma, elle conclut qu'il ne fait aucun doute que le garçon est un humain. Hiruma se retrouve dans une situation compliquée sous le regard perçant de Amélie, la présidente du conseil étudiant. Le garçon, confus et maladroit, ne sait pas quoi dire, car il n'avait pas l'intention de provoquer cet incident. Fidèle à lui-même, il s'excuse à plusieurs reprises. Amélie, de son côté, reste silencieuse, mais dans sa tête, un torrent d'idées et d'hypothèses se bouscule. Elle commence à douter que le nouvel élève soit un humain, mais elle ne veut pas causer de problème à l'école, surtout que son père est le chef inspecteur de la police des démons. Sachant cela, elle hésite à agir. Pendant ce temps, Hiruma, désespérée de sortir de cette situation, s'incline pour s'excuser. Dans cette confusion, leurs mains se croisent, répétant accidentellement le même mouvement. À ce moment-là, le manga secret qu'Amélie cachait tombe au sol. Elle essaie de le ramasser, mais Hiruma est plus rapide. En ouvrant ce petit livre et en lisant quelques pages, il est submergé par la nostalgie. Il s'agit de Mémoire du premier amour, un manga qu'il avait lui-même contribué à créer lorsqu'il travaillait comme assistant dans une maison d'édition. Hiruma se souvient de l'histoire romantique entre deux lycéens. Amélie remarque alors qu'il peut lire cette langue étrangère qui n'est pas écrite en caractère démoniaque. Réalisant cela, elle devient euphorique et l'entraîne de force dans sa salle personnelle. Hiruma panique, imaginant qu'il a été découvert et que quelque chose de terrible pourrait arriver. Mais en arrivant, il se rend compte que la situation est bien différente. Amélie s'installe confortablement dans un fauteuil et lui demande de lire à voix haute. Hiruma hésite, sachant que cela pourrait révéler qu'il est un humain. Cependant, incapable de refuser quoi que ce soit, il commence à lire le manga du début à la fin. Les deux passent la journée captivés par cette histoire unique. Amélie est émue par certains chapitres, tandis qu'Hiruma explique les concepts qu'elle ne comprend pas. À mesure que le temps passe, Hiruma réalise qu'il fait déjà nuit. En vérifiant son téléphone démoniaque, il remarque que son grand-père lui a envoyé plusieurs messages à cause de son retard. Amélie prend le téléphone d'Hiruma et enregistre son numéro dans ses contacts, pour qu'il puisse la reconnaître et venir immédiatement la voir. Le garçon court ensuite chez lui et réfléchit en chemin au bon moment qu'il a passé avec elle. De son côté, Amélie est désormais convaincue qu'Hiruma est un humain, mais elle veut plus de preuves avant de confirmer sa théorie. Elle décide de lire tous les volumes du manga Mémoire du premier amour pour s'en assurer. De retour dans sa chambre, Hiruma reçoit un message d'Asmodée l'informant que le conseil étudiant le recherche pour discuter de l'incident de l'arbre géant. De plus, la présidente du conseil étudiant veut lui parler, sans qu'il sache encore qu'il s'agit d'Amélie elle-même. Le lendemain, alors qu'il se prépare pour l'école, Hiruma a une brève conversation avec Opéra, son majordome. Celui-ci lui demande s'il souhaite retourner dans le monde humain. Opéra explique que s'il atteint un rang élevé, il pourrait retrouver sa vie d'avant. À ce moment-là, le protagoniste réfléchit à sa vie passée, où ses parents ne se souciaient absolument pas de lui. Dans ce nouveau monde, en revanche, il a un grand-père qui répond à tous ses besoins. S'il retournait sur Terre, il risquerait probablement de mourir de faim et de vivre dans la rue. Mais dans le monde souterrain, il a une grande maison, toute la nourriture qu'il peut manger, et, pour la première fois de sa vie, de véritables amis. En y réfléchissant, Hiruma se rend compte qu'il n'a aucun avantage à revenir à sa vie précédente. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, il croise Clara et Asmodée en chemin pour l'école. Le trio se dirige ensemble vers la cantine après que la sonnerie retentit. Dans la classe, Sabro, un de ses camarades,
commence à le perturber simplement par sa présence. Pendant ce temps, Hiruma reste pensif, repensant aux réflexions qu'il avait eues plus tôt ce matin. La présidente du conseil étudiant lui envoie un message, lui demandant de la retrouver. Il décide d'aller au lieu indiqué, laissant ses amis derrière lui. Asmodée trouve le comportement d'Hiruma suspect. Il remarque qu'Hiruma s'éclipse souvent pour aller seul dans des endroits inconnus. Clara, de son côté, est contrariée, car cela fait longtemps qu'ils n'ont pas joué ensemble. Saburo propose de suivre Hiruma pour découvrir ce qu'il fait. Clara trouve l'idée excellente, et les deux commencent à enquêter sur les déplacements d'Hiruma. Cependant, leurs recherches ne mènent à rien. Partout où ils passent, Clara attire l'attention avec ses comportements excentriques, tandis qu'Asmodée, considéré comme un génie, est également très remarqué. Pour se fondre dans la masse, Asmodée a une idée brillante, ils vont acheter des lunettes anti-détection dans la boutique Comcom. Ces lunettes rendent presque invisibles ceux qui les portent. En arpentant les couloirs de l'école, ils finissent par retrouver Hiruma, qui discute avec la présidente du conseil étudiant. Asmodée imagine immédiatement que cela fait partie d'un plan machiavélique de contrôle total, convaincu que le conseil de l'établissement, qui a une grande autorité, est la cible de leur ami. Il s'émerveille de la stratégie supposée d'Hiruma, pensant qu'il vise à détruire le conseil étudiant. Dans la salle de la présidente, Hiruma commence à lire un nouveau volume du manga pour Amélie. Elle écoute attentivement la narration, mais lorsqu'il arrive à une partie évoquant des rêves, elle interprète cela comme une référence aux ambitions. Elle en profite pour lui demander quelles sont ses ambitions. Hiruma répond qu'il souhaite voir toutes les personnes autour de lui heureuses. Mais Amélie ne croit pas à cette réponse et insiste pour connaître ses véritables ambitions. Pendant ce temps, Clara et Asmodée espionnent discrètement la conversation depuis l'extérieur de la salle. Hiruma est confus, car il n'a jamais vraiment réfléchi à ce qu'il désirait réaliser dans la vie. Il s'est toujours contenté de répondre aux demandes des autres sans jamais penser à ses propres objectifs. Réalisant cela, Amélie l'encourage à grimper dans les rangs de l'école, estimant que c'est un objectif qu'il peut accomplir par lui-même. Hiruma hésite à accepter, craignant que monter en grade n'attire davantage l'attention sur lui, ce qu'il veut à tout prix éviter. Pendant que cette conversation a lieu, Clara devient de plus en plus impatiente. Elle veut jouer avec son amie et ressent une certaine jalousie envers la nouvelle relation entre Hiruma et Amélie. Asmodée dit à Clara qu'elle ne devrait pas entrer dans la salle, car cela gâcherait tout, bien qu'intérieurement il soit extrêmement curieux de savoir de quoi il est question. Cependant, ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la situation, ce qui mène à un affrontement dans les couloirs de l'école. Clara, déterminée et désordonnée, court vers la porte et saute pour réaliser un coup de pied volant afin d'entrer dans la salle. Asmodée, se plaçant devant elle, bloque son coup et déclare qu'il ne la laissera pas passer. Clara, utilisant ses techniques d'acrobatie, roule sur Asmodée mais ce dernier le repousse. Elle recharge en lançant un distributeur automatique sur Asmodée, mais il l'intercepte. Elle va même jusqu'à invoquer une tronçonneuse pour forcer l'entrée. De son côté, Asmodée parvient à contrer toutes les tentatives d'invasion de son ami. Quelques secondes plus tard, Clara détruit carrément le mur de la salle à l'aide d'une incroyable machine de démolition. Finalement, elle réussit à ramener Hiruma de son côté. À ce moment, Amélie prend congé d'Hiruma, lui disant qu'ils auront encore l'occasion de discuter à plusieurs reprises. Le lendemain, Clara, la meilleure amie d'Hiruma, se demande pourquoi il l'a remplacée par la Rouge, un surnom qu'elle a donné à Amélie à cause de ses longs cheveux rouges. Saburo lui explique qu'en suivant les règles du livre des démons, si quelque chose vous est pris, vous devez le reprendre. Il lui affirme que la seule solution est de conquérir Hiruma sur le plan romantique pour qu'il reste toujours à ses côtés. Entendant cela, Clara est sous le choc, mais décide de mettre ce plan en pratique rapidement. Durant les cours, les élèves doivent choisir une catégorie d'apprentissage pour se spécialiser. Les options incluent étudier en classe sous la supervision d'un professeur ou s'entraîner sur le terrain à l'aide de magie tout en affrontant des défis pour progresser. Sans hésiter, Hiruma choisit l'option la plus sûre, étudier sous les conseils d'un tuteur. Asmodée, voyant le choix de son ami, opte pour la même voie. Clara, cependant, choisit d'assister à un cours sur les relations romantiques avec des incubes, exclusivement réservés aux filles. En voyant cela, Asmodée en conclut que Clara ne sait pas lire et a sélectionné cette option par erreur. Clara, toutefois, le confronte en déclarant qu'elle a délibérément choisi ce cours, car elle veut apprendre à conquérir quelqu'un. Dans sa nouvelle classe, Clara a pour tutrice une professeure experte en art romantique, une véritable succube. La professeure explique que l'art de conquérir son bien-aimé doit être entraîné et perfectionné par toutes les filles. Ce n'est qu'ainsi qu'elles pourront faire en sorte que leur cible tombe rapidement amoureuse. Avant de commencer son enseignement, elle utilise sa capacité spéciale, le scope romantique, qui permet de mesurer le niveau d'attractivité de toutes ses nouvelles élèves. Certaines affichent naturellement un pourcentage élevé, tandis que d'autres sont dans la moyenne. Mais la professeure rassure ses élèves, le score le plus bas jamais enregistré est de 21%. Avec une formation ciblée, elles pourront augmenter leurs résultats. Cependant, lorsqu'elle utilise sa technique sur Clara, la surprise est totale, Clara n'a que 2% d'attractivité,
un score si bas que même les bébés ont généralement 3%. La professeure s'interroge sur l'innocence de Clara et lui assigne immédiatement une tâche, lire plusieurs livres sur les techniques de séduction comme premier exercice. Clara suit les conseils de sa tutrice et passe le reste de la journée plongée dans des livres sur la séduction. Elle apprend des notions sur la posture, le contact, les parfums et le maquillage. Mais, fidèle à son style excentrique, elle modifie tous ses enseignements et pousse chaque idée à l'extrême, échouant lamentablement dans toutes ses tentatives de séduction. À la fin de la journée, Clara rentre chez elle avec une mine triste et abattue, une expression inhabituelle pour elle, même dans les pires situations. Sa mère, remarquant cela, lui donne un baiser sur la joue, ce qui rend instantanément à Clara son énergie et sa joie habituelle. Cette nuit-là, Clara réfléchit au pouvoir d'un baiser dans une conquête romantique et décide qu'en utilisant cette stratégie, elle pourrait enfin gagner le cœur d'Hiruma. Le lendemain, Clara aperçoit Hiruma dans les couloirs de l'école et décide de mettre en pratique tout ce qu'elle a appris en utilisant sa technique spéciale du baiser. Alors qu'elle se précipite vers lui, Hiruma, grâce à son incroyable agilité, esquive tout danger potentiel et évite l'assaut amoureux de Clara. Malheureusement, Clara, lancée à pleine vitesse, percute le professeur Kalego, qui se promenait nonchalamment dans le couloir. Touché de plein fouet, Kalego s'énerve et envoie immédiatement Clara dans le bureau de sa nouvelle professeure. Une fois sur place, la professeure observe les actions de Clara et conclut qu'elle est un désastre dans l'art du romantisme. Elle lui confie alors un secret, une arme ultime pour conquérir n'importe qui, et il s'agit d'un parfum aux phéromones. Avec ce parfum, toute personne succomberait à son charme. Cependant, à la grande surprise de sa tutrice, Clara refuse cette solution et quitte la salle. Plus tard, elle se retrouve, pensive, sur le terrain de l'école, réfléchissant à tout ce qui s'est passé. Elle en arrive à la conclusion que si elle ne fait rien, Amélie prendra définitivement son amie. À ce moment-là, Hiruma la trouve et lui dit qu'il est dangereux pour une fille de traîner seule dans les environs. Clara est émue par la prévenance d'Hiruma et réalise qu'il la voit comme une véritable fille. Elle lui annonce alors qu'un jour, il tombera amoureux d'elle, quoi qu'il en coûte. Hiruma, troublé, sent son cœur battre plus fort. Ensemble, ils vont retrouver Asmodée. La professeure, qui observait discrètement la scène, remarque que le niveau d'attractivité romantique de Clara est passé à 10%. Cette nuit-là, Hiruma passe son temps à réfléchir aux décisions qu'il devra prendre et au choix de son objectif principal. Le lendemain, alors qu'ils sont au réfectoire, le protagoniste confie à ses amis son objectif actuel, gravir les échelons du classement coûte que coûte. Il demande leur aide pour y parvenir. Asmodée, impressionné par cette détermination, réfléchit aux exploits incroyables déjà accomplis par Hiruma dans l'institution. C'est un honneur pour lui de recevoir cette requête, et il affirme qu'il acceptera avec joie de l'aider à progresser. Hiruma tempère les attentes en expliquant qu'il veut simplement passer du niveau 1 au niveau 2 pour le moment. Malgré cela, Asmodée proclame à tout le réfectoire qu'un jour, Hiruma atteindra le sommet du classement démoniaque. Ce même jour, le trio se rend dans le gymnase souterrain de l'institution. Asmodée explique à Hiruma qu'il existe plusieurs façons de monter dans le classement scolaire. La première consiste à obtenir de bonnes notes lors des examens périodiques de promotion, qui se déroulent en classe. Il ajoute que le prochain test aura lieu dans une semaine et sera organisé sous une forme très particulière, un match utilisant le canon d'exécution, une arme conçue pour les combats entre démons. Lors de ces épreuves, les participants manipulent d'étranges créatures. Une fois qu'elles mordent leur cible, elles ne la lâchent qu'après destruction totale. Le dernier survivant est déclaré vainqueur. Cette idée terrifie Hiruma, mais Asmodée le rassure en expliquant que, en raison du nombre élevé de décès causés par ces armes, elles ont été remplacées par des balles. Et, au lieu d'un champ de bataille, les matchs auront lieu dans un gymnase, transformant l'épreuve en un jeu de balles aux prisonniers infernales. Asmodée demande alors à Clara d'invoquer des poupées vaudou pour servir de partenaire d'entraînement. Ainsi, le trio d'amis passe un bon moment à s'entraîner en vue du grand test. Hiruma commence à se sentir plus confiant, persuadé que ce n'est qu'un simple sport collectif du monde humain. Cependant, cette sérénité s'effondre lorsqu'il reçoit un lancer puissant d'une des balles. Il réalise que ses camarades veulent également s'entraîner, tout comme le reste de la classe présente dans le gymnase. Chacun est motivé à pratiquer pour l'examen qui approche. Mais cette épreuve n'aura rien d'ordinaire, les démons utilisent leur technique magique pour lancer ou bloquer les balles, transformant ce qui semble être un simple jeu en une compétition redoutable. Asmodée conseille à Hiruma de trouver un entraîneur expérimenté pour l'aider. Sur ses conseils, Hiruma décide de demander l'aide de son grand-père, le directeur de l'école. Pendant ce temps, le professeur Kalego, furieux, se demande où sont passés tous les élèves, puisque personne n'est venu assister à ses cours. Plus tard, Hiruma se retrouve à la maison avec son grand-père, prêt à commencer son entraînement. Le directeur comprend l'inquiétude de son petit-fils concernant les techniques magiques que les autres élèves utiliseront pendant l'examen. Cependant, il le rassure en lui disant que tout se passera bien s'il suit attentivement ses instructions. Le directeur donne un conseil crucial à Hiruma, prononcer le mot libéré juste avant de lancer la balle. Intrigué, Hiruma suit les instructions.
À sa grande surprise, au moment où il dit ce mot et effectue son lancer, le pouvoir de l'anneau qu'il porte s'active. Il convoque un puissant dragon entouré d'éclairs, qui se fusionne avec la balle et détruit un énorme rocher sur place. Hiruma est effrayé par la puissance de l'anneau et déclare qu'il ne veut blesser personne pendant le test. Il explique à son grand-père que l'utilisation de cet objet serait beaucoup trop dangereuse. Le directeur lui offre alors un artefact magique à placer sur sa main. Il lui assure que, grâce à cela, il pourra attraper n'importe quelle balle lancée contre lui. Hiruma le remercie chaleureusement, mais son grand-père précise que, s'il veut vraiment s'entraîner sans recourir à la magie, il devra chercher un autre professeur. Et ce dernier a déjà une idée précise de la personne idéale pour ce rôle. Opera arrive alors pour commencer l'entraînement avec Hiruma. Il lui explique qu'il devra apprendre à faire plus que simplement esquiver les balles s'il veut monter en rang. Ainsi, les deux passent toute la journée dans une intense session d'entraînement. Le lendemain, les pratiques continuent. Opera dit à Hiruma de ne plus esquiver les balles car il les arrêtera à chaque fois qu'elles sont sur le point de le toucher au visage. Toutefois, son corps réagit instinctivement en les esquivant. Voyant cela, Opera intensifie les séances d'entraînement en ajoutant des exercices de force et de résistance. Après plusieurs jours, Hiruma est épuisé, allongé dans son lit. Dans le couloir, son grand-père demande à Opera comment se déroule l'entraînement de son petit-fils. Opera répond que, pour l'instant, Hiruma n'a pas réussi à attraper une seule balle. Cependant, il ajoute que le garçon semble s'amuser énormément malgré tout. Lors du dernier jour d'entraînement, Hiruma met en pratique tout ce qu'il a appris. Il redouble d'efforts pour accomplir son objectif. Opera commence à lancer les balles, mais le corps d'Hiruma continue de les esquiver instinctivement. Cette fois, Hiruma se concentre intensément et mobilise toute sa force. Finalement, il parvient à attraper un lancer avec succès. Ses amis, Asmodée et Clara, explosent de joie en célébrant cette incroyable victoire. À la fin de la journée, totalement exténué, Hiruma se repose aux côtés de ses amis. Opera informe alors le directeur que son petit-fils est enfin prêt à participer à l'épreuve du canon d'exécution. Le grand jour du canon d'exécution est enfin arrivé pour tous les élèves de l'institution. Hiruma se prépare pour ce test tant attendu en prenant un bon petit déjeuner, comme à son habitude. Plus tard, ses amis arrivent chez lui pour qu'ils se rendent ensemble à l'école. Parmi les étudiants, certains sont confiants, d'autres ont peur, et quelques-uns s'en fichent complètement de monter en grade. La classe du professeur Kalego se réunit dans le gymnase souterrain. Ce dernier annonce que les règles du test seront rappelées et demande à tout le monde de bien écouter. Avec un simple claquement de doigts, il invoque un écran interactif qui affiche les instructions de l'examen. Voici les règles, les élèves doivent se diviser en deux équipes. Si un joueur est touché par la balle, il doit quitter le terrain, mais il peut continuer à lancer la balle depuis l'extérieur. Même en touchant un adversaire, il ne peut pas revenir sur le terrain. L'utilisation de magie sur la balle est autorisée, mais il est interdit d'utiliser directement la magie sur les autres participants. Une fois les règles expliquées, Kalego détruit l'écran interactif avec un soupir, puis annonce que les membres de l'équipe gagnante monteront en grade, tandis que ceux de l'équipe perdante descendront. Il distribue ensuite des brassards pour distinguer les équipes, jaune pour l'équipe A et rouge pour l'équipe B. Clara est ravie d'être dans la même équipe qu'Hiruma, tandis que Asmodée est surpris d'être placé dans l'équipe rouge. Mécontent, il proteste auprès de Kalego, mais ce dernier lui explique qu'il a séparé les deux amis pour équilibrer les forces des équipes. Asmodée accepte la décision et réfléchit à des moyens d'aider Hiruma, même en étant dans l'équipe adverse. Le test commence, et l'équipe rouge élabore une stratégie pour éliminer un premier adversaire. Pendant ce temps, Asmodée, pensif, cherche un moyen de soutenir son ami tout en gagnant la compétition. Rapidement, la balle est volée par un élève opportuniste. Cet élève, avec la balle en main, demande à ses adversaires qui sera sa première victime. Effrayé, Keroli invoque une barrière de glace pour se protéger. Mais le lanceur détruit cette défense d'un seul tir, touchant légèrement la tête de Keroli. Kamui intervient à grande vitesse pour sauver sa coéquipière de l'élimination en attrapant la balle. Cependant, il traverse la ligne ennemie pour offrir la balle à un camarade, ce qui lui vaut d'être éliminé, provoquant la colère de son équipe. Alors que Keroli se prépare à tirer, elle remarque que plusieurs autres balles apparaissent sur le terrain, semant la confusion parmi les participants. Cette magie provient d'un élève qui sort des balles magiques de ses poches, rendant la situation chaotique pour les deux équipes. Agacé par le vacarme provoqué par ses camarades, Picero décide d'agir. Avec un sort puissant, il détruit le sol du gymnase, projetant toutes les balles dans les airs, laissant les joueurs bouche bée face à sa puissance. Hiruma parvient à identifier la véritable balle et, sans hésitation, il l'attrape de toutes ses forces. Cependant, il est éliminé en utilisant une magie interdite sur le terrain, ce qui entraîne une perte supplémentaire pour l'équipe jaune. Malgré cela, Hiruma est heureux d'avoir réussi à saisir la balle. Maintenant qu'il l'a entre les mains, il se prépare à la lancer, mais un problème se pose, il se rend compte qu'il s'est toujours concentré sur la défense et n'a aucune expérience en attaque. Il reste perplexe, incapable de savoir comment effectuer un tir puissant. C'est alors que Sabro lui prend la balle et lui assure qu'il va s'en occuper.
Ce dernier vise Asmodée, qui est plongé dans ses réflexions. Avec toute sa force, Sabro lance la balle. Cependant, Asmodée, calme et concentré, l'arrête facilement d'une seule main, malgré sa vitesse supersonique. Irrité d'avoir été pris pour cible, Asmodée, emporté par sa colère, retourne la balle à Sabro avec une telle force qu'il l'élimine immédiatement. Clara, déterminée à venger son coéquipier, tente à son tour de prendre sa revanche, mais Asmodée, fidèle à sa réputation, l'élimine également. Petit à petit, le jeu avance, et de nombreux démons sont exclus du terrain. Finalement, il ne reste plus que 2 joueurs, Asmodée, représentant l'équipe rouge, et Hiruma, le dernier membre de l'équipe jaune. Observant la situation, Asmodée envisage de laisser Hiruma le toucher pour lui offrir la victoire. Mais il repense à tous les efforts qu'Hiruma a fournis lors de ses entraînements et à sa détermination pour devenir plus fort. Avec cela en tête, Asmodée décide de jouer sérieusement et d'utiliser toute sa puissance contre son ami. Après tout, permettre une victoire facile rendrait inutile tous les progrès d'Hiruma. Les 2 amis se préparent à s'affronter dans un duel final. Pendant ce temps, Amélie, accompagnée du conseil étudiant, se rend sur le terrain pour observer ce match épique. Asmodée, entouré d'une aura flamboyante, concentre toute son énergie dans ses mains et projette une balle enflammée à une vitesse fulgurante en direction d'Hiruma. Ce dernier, courageux, surmonte sa peur, court vers la balle et l'attrape avec force. Hiruma utilise ensuite la puissance du lancer d'Asmodée pour renvoyer la balle en contre-attaque. Pris par surprise, Asmodée est touché, et l'équipe jaune remporte la victoire. Tous les élèves célèbrent la fin de ce match intense, félicitant Hiruma et Asmodée pour leur incroyable performance. Le professeur Kalego annonce qu'Hiruma a monté en grade et atteint désormais le niveau 2. Pour la première fois de sa vie, Hiruma ressent une immense joie et un profond sentiment de satisfaction. Avec un grand sourire, il réalise que tous ses efforts en valaient la peine. Amélie s'approche de lui et lui explique que ce qu'il ressent, c'est son ambition qui s'éveille, la fierté d'avoir atteint un objectif personnel. De retour chez lui, Hiruma informe son grand-père qu'il a progressé et le remercie, ainsi que le majordome Opéra, pour leur aide précieuse durant son entraînement. Cette nuit-là, Hiruma s'endort avec un profond sentiment d'accomplissement, heureux d'avoir trouvé sa propre ambition. Le lendemain, le protagoniste continue de lire les nouveaux chapitres du manga pour Amélie. Cependant, leur moment de lecture et de drame est interrompu par le retentissement de la cloche, marquant le début des cours. Amélie lui dit qu'elle le contactera plus tard pour qu'ils se retrouvent à nouveau. Chacun se dirige alors vers sa classe. La classe des inadaptés est surprise par l'arrivée d'un nouveau professeur. Il se présente à la classe sous le nom de Robin Bals, et explique qu'il sera responsable des cours de conjuration des familiers. Ce jour-là, les élèves participeront à une leçon en plein air. Le professeur demande à chaque élève d'invoquer son familier. Le premier à s'exécuter est Asmodée, qui invoque un gigantesque serpent démoniaque. Sabro, jaloux, affirme que son familier est bien meilleur, puis invoque un Kelpie, une créature aquatique. Les 2 garçons commencent à rivaliser pour savoir lequel des 2 familiers est le plus puissant, mais Robin les interrompt. Il invite ensuite Clara à procéder à son invocation. Clara, remplie de joie, invoque rapidement son familier démoniaque, Fofo, une créature rare connue pour son comportement étrange et imprévisible. Robin est impressionné par sa capacité à communiquer avec son familier, même si celui-ci n'émet aucun mot. Ils semblent en parfaite harmonie, comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Le professeur explique que la leçon du jour est dédiée à renforcer les liens entre les élèves et leurs familiers. Vient ensuite le tour d'Hiruma. Le garçon, visiblement nerveux, explique à Robin qu'il risque de mourir s'il utilise un sort de conjuration. Robin le rassure en lui disant qu'il ne court aucun danger, car cet exercice est uniquement à des fins pédagogiques. Pendant ce temps, le professeur Kalego, dans son bureau, examine des documents. Un assistant lui rapporte une nouvelle plainte d'élèves l'accusant d'être constamment en colère et méchant. Kalego ne prête aucune attention à ces accusations, mais à sa grande surprise, il est soudainement téléporté ailleurs. Hiruma termine sa conjuration, et le familier qu'il invoque n'est autre que Kalego lui-même, sous sa forme monstrueuse. La classe entière admire le courage insensé d'Hiruma. Robin, de son côté, est fasciné par le petit familier de son élève, tandis que les autres étudiants décident de ne pas révéler la véritable identité de la créature invoquée. Furieux d'avoir été invoqué comme familier, Kalego tente de punir Hiruma. Cependant, il est immédiatement frappé par un puissant éclair, car les familiers ne peuvent attaquer ni désobéir à leur maître. Face à cette situation, Kalego menace Hiruma et lui impose des conditions strictes, il devra obtenir d'excellentes notes et réussir brillamment ses tests, sous peine de subir une punition sévère. Robin propose ensuite une activité de coopération entre les élèves et leurs familiers. Il demande à chacun de lancer un disque et de faire revenir leur familier avec l'objet. Hiruma, mal à l'aise, refuse de participer. Mais Kalego insiste, affirmant que cela fait partie de l'évaluation, et qu'Hiruma doit obtenir une bonne note pour éviter de nouvelles réprimandes. Le protagoniste finit par passer le test avec son familier. Les autres élèves observent leur professeur Kalego, qui marche lentement,
et commencent à chuchoter et faire des commentaires à son sujet. Hiruma leur demande immédiatement d'arrêter, soulignant qu'ils ignorent de quoi leur professeur pourrait être capable en cas d'explosion de colère. Malgré cette relation étrange entre le maître et son familier, le duo parvient à réussir le test, accomplissant plusieurs activités nécessitant leur coopération, comme danser ou courir ensemble. À la fin de la leçon, Asmodée et Sabro utilisent les pouvoirs de leurs familiers respectifs et se préparent à un véritable affrontement pour déterminer qui est le plus puissant, le gigantesque serpent de feu ou le cheval démoniaque aquatique. Kalego intervient rapidement et donne une leçon de morale aux deux élèves ainsi qu'à toute la classe. Il explique que les familiers sont des créatures démoniaques obéissant uniquement lorsqu'ils sont correctement invoqués. Mais s'ils ne sont pas traités avec soin, ils peuvent se rebeller contre leur maître, provoquant des situations extrêmement dangereuses. Suite à cette mise en garde, les élèves passent le reste de la leçon à prendre soin de leurs familiers avec tendresse et précaution. Lorsque la classe de Robin se termine, il est sévèrement critiqué par Kalego, qui lui impose plusieurs devoirs en guise de punition. Pendant ce temps, Hiruma et ses amis sont au réfectoire. Hiruma est ravi de pouvoir enfin goûter au plat de niveau 2. Cependant, sa tranquillité est perturbée par un groupe de filles qui s'approchent d'Asmodée, fascinées par sa beauté et sa force. Une fois débarrassé de ses admiratrices, Asmodée montre à Hiruma un petit prospectus concernant les combattants, un groupe d'élèves dont l'objectif principal est de monter en grade. Asmodée explique que les groupes de combattants sont formés par des démons qui s'unissent pour progresser ensemble. Par exemple, il existe les combattants du ciel, spécialisés dans les techniques de vol, les apothicaires, étudiants en pharmacie, et bien d'autres. Participer à l'un de ces groupes permet de monter en grade plus rapidement, car les progrès individuels suffisent à prouver la capacité d'évolution, sans nécessiter de tests spécifiques. Hiruma réalise que ces groupes sont similaires à des clubs scolaires où les étudiants participent à des activités parascolaires pour améliorer leurs notes. Cependant, il remarque que ses amis ne connaissent pas le concept de club. Encouragé, Hiruma accepte de rejoindre un groupe de combattants. Asmodée ajoute que plus de 60% des élèves appartiennent déjà à un groupe et que son ami devrait se décider rapidement. Hiruma demande comment s'effectue le processus d'adhésion. À cet instant, Asmodée soulève Hiruma et le place sur une table, lui demandant d'attendre patiemment, car un groupe viendra bientôt le recruter. Quelques secondes plus tard, la porte du réfectoire s'ouvre violemment, les vétérans de l'école sont à la recherche de nouveaux membres pour leurs équipes. Hiruma reste sous le choc lorsqu'il se retrouve face à plusieurs démons à la recherche de nouveaux alliés. La chasse aux nouveaux étudiants commence, et tous les vétérans cherchent sans relâche des élèves de première année. Une grande foule tente de s'approcher d'Asmodée pour le recruter, mais tous sont repoussés par une incroyable barrière de feu créée par le garçon prodige. Le trio d'amis continue de parcourir les couloirs de l'institution, observant la scène chaotique. Les nouveaux venus sont recrutés de toutes les manières possibles. Les vétérans n'hésitent pas à utiliser des astuces malhonnêtes, des menaces et même des magies pour obtenir de nouveaux membres. Cette agitation se poursuit à grande vitesse, mais elle s'arrête aussitôt que les étudiants se rendent compte que le conseil étudiant est arrivé pour superviser la chasse aux novices. Tous respectent Amélie, la présidente du groupe. Sa présence calme immédiatement tout le monde. Ils observent la jeune fille, et Hiruma découvre enfin qui est la présidente du conseil. Le garçon essaie de comprendre comment cela est possible, car pendant tout ce temps, il pensait qu'il parlait et lisait des mangas avec une élève ordinaire. Elle s'approche de lui, un peu gênée, et lui explique que le conseil étudiant recrute des premières années, puis lui remet un formulaire d'inscription. Après cela, elle retourne dans sa salle avec ses camarades. Le signal retentit, et à ce moment-là, la chasse aux novices est officiellement terminée. Les vétérans retournent à leur classe, et la majorité est déçue, car le recrutement ne s'est pas déroulé comme prévu. Dans la salle de classe, le professeur informe ses élèves qu'il est essentiel que chaque étudiant choisisse judicieusement le groupe de combattants auquel il va appartenir, car c'est ainsi qu'ils pourront monter en rang plus tard. Tous les élèves de première année se dirigent ensuite vers la tour des combattants, où les vétérans présentent leur groupe aux nouveaux. En seulement quelques secondes sur place, Hiruma se retrouve avec une montagne de prospectus, car il ne peut jamais dire non aux gens. Il accepte toutes les propositions qui lui sont faites, et Asmodée brûle facilement cette pile de papier. Le trio poursuit sa recherche du groupe qui correspondrait à leurs compétences. Sur place, Hiruma rencontre certains de ses camarades de classe, qui sont aussi indécis sur le groupe à rejoindre. Clara, de son côté, doit s'inscrire pour être une combattante dans le cours du professeur Rin. Les modèles de magie romantique continuent de l'obséder. Hiruma observe les environs quand, soudainement, l'anneau à son doigt commence à briller. Le garçon est emporté de force par un pouvoir surnaturel. Il court à grande vitesse dans les couloirs jusqu'à ce qu'il croise un autre élève responsable des combattants d'artefacts magiques. Les deux laissent un énorme chaos dans le couloir, répandant de nombreux objets par terre. Ils s'excusent mutuellement. Le vétéran remarque l'anneau au doigt d'Hiruma et explique que cet incident est survenu parce que l'anneau a ressenti la présence du collier qu'il portait, car les deux objets étaient faits du même matériau. Il explique à Hiruma que s'il trouve un objet qui permet à n'importe quel démon d'utiliser tout type de magie, cela pourrait être très puissant. Le garçon aide à ranger les objets magiques,
et l'anneau qu'il porte semble déjà posséder le pouvoir de lancer n'importe quel sort. Après s'être dit au revoir, Clara et Asmodée, qui étaient inquiets de la disparition de leur ami, finissent par le retrouver. Une nouvelle fois, le trio part à la recherche d'autres groupes de combattants. Ils se dirigent vers les combattants botanistes, mais finissent par abandonner après que la fille maladroite ait failli être dévorée vivante par une plante carnivore. Le groupe se dirige ensuite vers les combattants bibliothécaires, une équipe spécialisée dans la lecture de livres anciens et la traduction de documents du passé. Cependant, certains livres dans cet endroit ont des pouvoirs propres, ce qui pourrait constituer un grand danger pour le protagoniste. Le trio continue sa recherche, passant par les combattants du roi démon, les combattants succubes, et même les combattants de magie noire, où Clara faillit être impliquée dans un rituel macabre. Le signal retentit, et il retourne à la maison après une longue journée de décisions importantes. Hiruma parle à son grand-père de l'incident causé par l'anneau. Ce dernier procède alors au raffinage de l'objet, le réglant au niveau 3. Ensuite, il demande à son petit-fils de pointer son doigt vers le ciel et de dire une incantation. Hiruma hésite, car la dernière fois qu'il a suivi les instructions du démon, il a invoqué un dragon. Mais son grand-père le rassure, lui disant que cela ne se reproduira pas. Hiruma répète les mots de l'instruction, et une flamme maléfique jaillit au bout de ses doigts. Son grand-père lui explique que cette flamme peut être ajustée en 3 étapes, chacune augmentant la puissance par rapport à la précédente. Il lui précise également que si Hiruma prononce un autre sort, toute la magie contenue dans l'anneau sera libérée d'un coup, mais il le prévient de ne l'utiliser qu'en cas de danger extrême. Le lendemain, le trio continue de chercher un groupe, mais aucun d'entre eux n'a encore pris de décision. Clara est impressionnée par le nombre de combattants présents à l'école. Hiruma visite même les combattants spécialisés dans le canon d'exécution, mais il estime toujours ne pas avoir trouvé l'équipe idéale pour les rejoindre. Alors qu'il marche dans les couloirs, Hiruma reçoit un message d'Amélie lui demandant quand il va visiter les combattants du conseil étudiant. Le garçon répond qu'il ira plus tard. Soudain, une explosion se produit près de lui. Il remarque que l'explosion provient de la salle des combattants d'artefacts magiques et retrouve de nouveau le vétéran qu'il avait rencontré plus tôt. Après l'incident dans la salle des combattants d'appareils magiques, Hiruma finit par se porter volontaire pour aider Kiryu, le vétéran qui dirige ce groupe. Le leader du club explique au protagoniste qu'il est le seul membre de sa propre équipe. Pendant ce temps, Amélie est déçue par son ami désinvolte, qui lui envoie un message l'informant qu'il ne pourra pas visiter le club du conseil étudiant ce jour-là. La jeune fille est attristée, car elle avait préparé une belle réception de bienvenue. Hiruma commence alors à en apprendre davantage sur les appareils magiques, des objets imprégnés d'une sorte de magie. Le vétéran souhaite montrer à ce novice quelques pièces de sa collection. Le premier objet est une sphère qui brille lorsqu'elle entre en contact avec le pouvoir de l'utilisateur. Le second est une poupée qui interagit avec les gens grâce à la magie. Cependant, Hiruma remarque que le vétéran, en démontrant le fonctionnement de ces objets, finit par s'affaiblir. Cela pousse Hiruma à penser qu'il n'est pas le seul à être maladroit avec la magie. Le vétéran explique qu'il travaille sur un nouveau projet capable de fournir de la magie à n'importe qui. Mais en essayant de le faire fonctionner, il provoque une énorme explosion, détruisant un outil essentiel au projet, un grand objet en forme de cœur, réduit en morceaux après cet échec. Hiruma se propose de réparer cet outil. En assemblant tous les morceaux, le protagoniste réussit à le reconstruire parfaitement, impressionnant le vétéran avec son talent pour la réparation. On apprend que ce don s'est développé lorsqu'il était encore sur Terre, où il devait réparer des objets électroniques pour survivre, n'ayant pas les moyens d'en acheter de nouveaux. Hiruma suggère qu'ils essaient à nouveau de mettre en marche la machine. Le vétéran accepte, rempli de joie. Ensemble, ils installent chaque pièce manquante sur l'appareil magique. Lors de cette nouvelle tentative, tout se passe comme prévu. Le vétéran confie alors au novice sa véritable ambition, mettre fin aux inégalités de pouvoir dans le monde inférieur, où les démons ayant peu de magie sont soumis à ceux qui sont plus puissants. Son rêve est que tout le monde puisse vivre sur un pied d'égalité. Après cela, Hiruma retourne auprès de ses amis. Ils étaient inquiets de sa disparition soudaine. Le dernier jour, Kiryu s'attendait à vivre une journée ordinaire lorsqu'il fut surpris par Hiruma, qui déclare vouloir rejoindre le groupe des combattants d'appareils magiques. Non seulement Hiruma, mais également Clara et Asmodée étaient déterminés à intégrer ce même groupe. Le vétéran est tellement ému qu'il finit par s'évanouir subitement après avoir reçu la nouvelle. La scène tourne ensuite dans la salle de Amélie, qui est visiblement frustrée. Ses coéquipiers pensent qu'elle est triste à cause de l'absence d'Asmodée, qui n'est pas venu se présenter au conseil étudiant. Cependant, la véritable raison de sa frustration est qu'Hiruma n'a pas accepté son invitation. C'est alors que le dernier jour, Hiruma entre dans la pièce et s'excuse auprès d'Amélie pour ne pas avoir vite répondu à son invitation, mais elle laisse couler et lui demande de s'asseoir pour prendre le thé. Il la remercie pour son invitation et ajoute que la décoration de l'endroit lui rappelle un manga qu'il lit quotidiennement. Elle ressent aussi un grand bonheur car Hiruma a remarqué les détails qu'elle avait minutieusement préparés pour la décoration. Alors qu'ils prennent le thé, Hiruma lui annonce qu'il a rejoint le Batora, ce qui met en colère Amélie, car elle lui avait dit de choisir le BDE. Plus tard, chez lui,
Hiruma discute avec Opéra de la présentation des combattants, un événement scolaire où les élèves et leurs parents se réunissent, les étudiants présentant des démonstrations pour leurs proches. Hiruma comprend alors qu'il s'agit d'une sorte de célébration de la journée portes ouvertes, similaire à ce qui se fait dans les écoles du monde humain. Pendant qu'Opéra organise tout l'équipement nécessaire pour filmer de manière exceptionnelle les démonstrations du garçon, Hiruma lui demande où se trouve son grand-père. Il apprend alors que Sullivan est parti à une réunion extrêmement importante avec d'autres grandes figures du monde des enfers. Les 13 démons les plus puissants du monde démoniaque se rassemblent au 665e étage de la tour Babel. Leur objectif, décider une fois pour toutes qui sera le prochain roi des démons. Cependant, certains membres de ce groupe ne se présentent pas, laissant les présents décider de celui qui occupera ce poste. La compétition fait rage entre 3 démons, le premier, Bélial connu pour son incroyable intelligence, le second, Sullivan, connu pour ses capacités extraordinaires et enfin, Lévi, connu pour sa force de leadership. Le débat vire au personnel au moment de la décision, et une pagaille éclate, interrompant temporairement la réunion. Pendant ce temps, au 666e étage, les 3 candidats se retrouvent autour d'une table. Le choix du nouveau roi des démons devait se baser sur le fait de posséder le meilleur petit-fils. À cet instant, Bélial et Lévi montrent des photos de leurs petits-enfants respectifs, vantant leur intelligence, leurs compétences et leurs personnalités uniques. Sullivan, silencieux jusqu'à présent, présente alors des photos de son propre petit-fils, Hiruma, mettant en avant son apparence adorable. Les démons remarquent qu'Hiruma a une allure admirable, mais Bélial et Lévi interrogent Sullivan, comment peut-il avoir un petit-fils alors qu'il n'a même pas d'enfant? Confronté à cette question, Sullivan admet avoir triché dans cette compétition. Le trio décide alors de ne pas utiliser cette méthode pour choisir le roi et opte pour un vote. Bélial et Lévi votent pour Sullivan, affirmant avoir confiance en ses capacités et ses compétences. Cependant, Sullivan réfléchit et décide de refuser ce rôle, préférant se concentrer sur son petit-fils. Il déclare qu'il ne veut pas compromettre les accomplissements et les victoires qu'Hiruma pourrait atteindre dans le futur, car le garçon s'efforce de devenir plus fort. Le trio convient finalement qu'il est préférable de ne pas avoir de roi démoniaque pour le moment. Pendant ce temps, au 665e étage, les autres démons continuent de se battre. Soudain, quelqu'un fait irruption au 666e étage, le chef de la police du monde des enfers et père de l'étudiante Amélie. Ce démon policier émet un mandat d'arrêt contre Sullivan, l'accusant d'avoir pénétré illégalement dans le monde humain. Chez Hiruma, Opéra reçoit un appel téléphonique. Sullivan, visiblement embarrassé, explique à son majordome qu'il est actuellement retenu à la prison démoniaque, mais qu'il trouvera bientôt un moyen de sortir de cette situation. Il souhaite absolument assister à la fête des combattants et demande à Opéra de ne rien dire à son petit-fils pour éviter de l'inquiéter. Opéra accepte et rassure Hiruma en lui disant que tout va bien. Au collège Batora, tous les élèves sont très nerveux à l'approche de la fête des combattants. Ils redoutent la présence de leur famille, car l'honneur de chaque famille sera mis à l'épreuve durant l'événement. Aucun élève ne souhaite embarrasser ses parents. Le professeur Calego les encourage, leur rappelant qu'ils doivent avoir confiance en eux et ne pas laisser la peur les envahir. Après ces paroles motivantes, les élèves se calment. Peu après, une coordinatrice de l'institution demande à Calego de se rendre dans le bureau du directeur. Depuis l'arrestation de Sullivan, la situation au collège Batora est instable. Tous les professeurs et tuteurs se demandent comment les choses vont évoluer. Calego est choisi parmi les enseignants pour assumer temporairement le poste de directeur. Ce choix avait déjà été envisagé en cas de problème, et il est considéré comme la meilleure option pour diriger l'école, étant le professeur des désajustés. Dans la salle des combattants d'appareils magiques, Hiruma est avec ses amis et Kiryu. Ce dernier confie que ses parents ne viendront pas à la fête, car ils n'ont pas de fierté envers un fils ayant un si faible potentiel magique. Hiruma se reconnaît dans ces paroles, car ses propres parents n'ont jamais été très présents dans sa vie, que ce soit durant son enfance ou aujourd'hui. Kiryu explique que son tuteur, celui qui l'a aidé à intégrer le groupe des appareils magiques, sera son responsable pour l'événement. À cet instant, Kiryu reçoit un appel de son tuteur. Celui-ci le critique sévèrement et l'accuse de ne pas avoir encore organisé quoi que ce soit pour la présentation de l'événement. Après avoir raccroché, furieux, Kiryu rassemble les nouveaux membres de son équipe pour qu'ils l'aident à préparer la fête des combattants. Le quatuor se rend sur les lieux de l'événement et est surpris par le nombre impressionnant de stands et de tentes déjà installés par les autres groupes d'élèves. Chaque emplacement appartient à un groupe de combattants, certains attirant particulièrement l'attention, comme les dompteurs d'animaux magiques, les combattants de magie et même les combattants de jus. Le groupe d'Hiruma est enthousiaste en voyant tout cela, mais lorsqu'ils découvrent l'emplacement réservé à leur stand, leur excitation retombe. Leur espace est minuscule, à peine un cinquième de la taille des autres stands. Malgré cela, l'équipe décide de tout donner pour se démarquer, car une prestation remarquable pourrait les faire grimper dans le classement. Les idées fusent parmi les membres du groupe. Hiruma propose de trouver quelque chose qui attire les regards. Asmodée, fier de ses flammes, insiste pour les intégrer au spectacle, car elles représentent l'honneur de sa famille. Clara, quant à elle,
propose d'ajouter de nombreuses explosions à leur projet, affirmant que plus il y en a, mieux c'est. Le protagoniste, en essayant de combiner toutes les idées de ses amis, arrive à une conclusion brillante, produire un feu d'artifice. Ainsi, l'espace limité ne serait plus un problème, car l'attraction se déroulerait dans le ciel et inclurait du feu ainsi que des explosions, comme suggéré. Tout le monde approuve cette idée fantastique. Kirio propose alors qu'il passe la nuit à l'institution pour réaliser quelques tests avant le jour de l'événement. Le groupe accepte et décide de rester au collège pour la nuit. Plus tard dans la soirée, Kirio démontre son pouvoir héréditaire appelé barrière, une protection invisible qui le protège chaque fois qu'il est impliqué dans une explosion d'appareil magique. Le vétéran tente de reproduire les feux d'artifice, mais il trouve cela difficile car ce concept n'existe pas dans le monde des démons. C'est alors qu'Iruma a une idée, il se rend dans la salle d'Amélie. La jeune fille, gênée, remarque qu'Iruma ne lui rend jamais visite de son propre chef, sauf lorsqu'il est convoqué. Iruma lui demande de lui prêter un volume de manga romantique. Une des pages du manga représente des feux d'artifice, ce qui pourrait les aider à les reproduire. Amélie hésite, mais finit par céder à la demande de son ami. De retour avec son groupe, Iruma partage son inspiration, et il commence à effectuer plusieurs essais pour fabriquer les feux d'artifice. Après de nombreuses tentatives et erreurs, le groupe des combattants d'appareils magiques se réunit dans une zone ouverte pour tester leur prototype. Avec l'aide des flammes d'Asmodée, la poudre est libérée et explose dans le ciel, produisant une magnifique présentation. Le groupe célèbre leur succès. Cette nuit-là, ils se livrent à une incroyable bataille de coussins, transformant l'occasion en une véritable soirée pyjama. Iruma est extrêmement heureux, car il n'a jamais eu la chance de vivre une expérience aussi amusante auparavant. Finalement, alors que tout le monde est épuisé, Kirio reçoit un appel mystérieux et quitte la salle où il s'amusait. Dans le couloir, il discute avec son tuteur au sujet de la possible annihilation de l'institution Batora. Le mentor de Kirio n'est autre que le Seigneur du Tonnerre, un membre du groupe des 13 démons les plus puissants du monde souterrain. Le lendemain, les élèves se rassemblent dans le réfectoire du collège. Tous sont surpris par une annonce spéciale concernant les récompenses pour les vainqueurs du festival. Le prix de consolation sera une salle luxueuse attribuée au groupe de combattants qui remportera cette position. Ensuite, le prix trop mortel est dévoilé, une importante augmentation du budget sera attribuée à l'équipe gagnante. Enfin, le prix spécial, réservé au premier gagnant, permettra au président de l'équipe victorieuse de monter de 2 rangs, tandis que les autres membres de l'équipe monteront d'1 rang. Les étudiants, enthousiasmés par ces annonces, se sentent encore plus motivés à remporter l'une des récompenses. Sur le site du festival, les modèles et Clara finalisent les réglages de la machine destinée à lancer les feux d'artifice. Iruma, quant à lui, ne trouve pas Kirio sur place. Le garçon explique que leur chef de groupe est absent car il traite des affaires relatives aux combattants avec la direction du collège. En réalité, Kirio se trouve dans les couloirs de l'institution. Il active un dispositif dissimulé dans le mur de l'école, ouvrant ainsi une entrée secrète connue de lui seul. À l'intérieur, il réfléchit à tout ce qu'il a accompli grâce à l'aide de ses nouveaux coéquipiers. Toutefois, Kirio nourrit un plan malveillant, en collaboration avec Bol, il projette d'éliminer tous les élèves de l'institution à la veille du festival. Kirio ajuste la machine destinée à causer la destruction. Cependant, il oublie de refermer la porte de la salle secrète, et Iruma y entre par hasard, ignorant tout des intentions de Kirio. Iruma explique qu'il a découvert l'endroit par accident, l'anneau à son doigt l'a guidé dans tout l'établissement jusqu'à ce qu'il s'arrête devant le passage secret. Profitant de leur solitude, Kirio invite Iruma à admirer une partie intéressante de la salle, un cimetière d'appareils magiques. Il s'agit de nombreux objets ayant échoué dans leur fonction ou étant trop dangereux pour être utilisés. Iruma est impressionné par la quantité de projets ratés. Kirio ouvre ensuite les rideaux, révélant à Iruma une vue spectaculaire sur une grande partie du campus. Depuis cette fenêtre, personne à l'extérieur ne pouvait les voir ou les entendre. De là, ils observent une scène typique de l'institution, un professeur énerve le professeur Kalego en lui donnant des surnoms absurdes. Kirio partage son ambition, créer des appareils magiques capables d'aider les démons les plus faibles à gravir les échelons du classement, afin de mettre fin à l'humiliation qu'ils subissent. Pour lui, tous les démons sont égaux et ne devraient pas être discriminés. Iruma, touché par le rêve de son ami, lui propose de viser le prix spécial du festival. Ainsi, il prouverait que même les plus faibles et les moins doués peuvent atteindre leurs objectifs à force de travail. Kirio est surpris par l'idée du novice, mais il lui rappelle que la première place est presque toujours remportée par le groupe des démons les plus puissants de l'institution. Kirio dit à Iruma que son idée est très ambitieuse et admire sa détermination à vouloir remporter le prix. Lorsqu'il retourne sur le lieu du festival, il constate que Clara et Asmodée ont décoré le lanceur de feux d'artifice, qui est l'unique attraction présentée par leur groupe. À ce moment-là, une annonce informe tous les élèves que le festival approche et qu'il débutera très bientôt. Les élèves ressentent une grande variété d'émotions, certains sont extrêmement enthousiastes, d'autres restent indifférents, mais pendant ce temps, le papy d'Iruma chiale car il ne peut pas aller à la fête des combattants. Clara, elle, se prépare avec excitation pour le festival,
rendant toute sa famille fière de l'avoir intégré un groupe de combattants. Asmodée, en quittant leur maison, apprend une mauvaise nouvelle, la mère de celui-ci sera présente à l'événement. Le prodige, désespéré, demande à son majordome d'empêcher sa mère de se rendre à l'école. Hiruma, quant à lui, s'inquiète, car jusqu'à présent, il n'a pas vu Sullivan une seule fois. Opéra le surprend alors, lui conseillant de ne pas s'inquiéter pour le festival. Après tout, son grand-père sera là quoi qu'il arrive. Le majordome assure à Hiruma que, malgré son comportement parfois relaxé, aléatoire, maladroit et même ridicule, son grand-père Sullivan tient toujours ses promesses. Clara et Asmodée attendent Hiruma, et lorsque le trio se retrouve, ils sont tous heureux à l'approche de la fête des combattants. Pendant ce temps, Kiryu, déjà au collège, commence les préparatifs pour mettre en œuvre son plan diabolique. Mais le garçon traître réussira-t-il à exécuter son projet de destruction? Hiruma découvrira-t-il la vérité sur son nouvel ami? La veille du festival des combattants est enfin annoncée. Cette journée a été spécialement conçue pour permettre aux élèves de profiter du festival en toute tranquillité, car le lendemain, les instructeurs évalueront les combattants. Hiruma est impatient de vivre cet événement avec ses amis. Cependant, Kiryu annonce qu'il ne pourra pas se joindre au groupe car il a des affaires importantes à régler. Hiruma continue donc d'explorer le festival en compagnie de Clara et Asmodée. Dans ses premiers instants à la fête, le garçon maladroit se retrouve seul et devient malgré lui le centre de l'attention lors du concours de yakisoba des combattants, laissant les démons stupéfaits par sa capacité à manger. Plus tard, le trio retrouve ses camarades de classe, tous excités par cette grande journée. Chacun explique le projet de son groupe de combattants. Sabnok annonce que son groupe mettra en scène une représentation pour honorer les exploits du roi démon et qu'il sera chargé de l'incarner. Lorsqu'on demande à Jazz ce que son groupe présentera, il explique que les combattants de la nouvelle magie, spécialisés dans la découverte de nouveaux sorts, ont créé un sort inédit, une magie permettant de produire de l'eau à partir d'un simple caillou. Un autre élève, lui aussi un peu excentrique, explique que son groupe a développé un dispositif magique sous forme de chapeau de sorcier virtuel. Lorsqu'on le porte, on est plongé dans une aventure fictive, un peu comme un casque de réalité virtuelle. Tout le monde est enthousiasmé par ces projets. Les élèves redoublent d'efforts pour tenter de remporter le prix spécial, qui est l'objectif ultime de tous les combattants. Alors que les préparatifs battent leur plein, chaque groupe se concentre sur l'achèvement de son projet pour le jour du festival. Dans l'espace réservé aux combattants spécialisés en artefacts magiques, Asmodée explique le plan à ses amis, leur victoire doit être rapide et efficace. Le jeune prodige annonce que lorsque tous les étudiants seront réunis sur la place et que la cloche marquant le début de la fête sonnera, un feu d'artifice éclatera dans le ciel. Mais il y a un problème, la place est assez éloignée du point de lancement des feux d'artifice. Il désigne donc Hiruma pour accomplir cette mission essentielle. Clara intervient et propose de s'en charger elle-même, mais Asmodée insiste sur le fait qu'Hiruma est le plus rapide pour accomplir cette tâche cruciale. Hiruma accepte, bien que gêné. Pour l'aider, Asmodée lui confie une partie de ses flammes magiques. Cependant, lorsqu'il libère une petite flamme au bout de ses doigts, Clara décide de l'aider et enflamme accidentellement la mèche reliant les feux d'artifice. Se rendant compte de la catastrophe imminente, Hiruma tente d'éteindre le feu, mais en vain. Se préparant au pire, Asmodée empoigne ses amis et les projette loin du lanceur. Pourtant, rien ne se passe. Le trio réalise alors que les feux d'artifice n'étaient même pas chargés dans le dispositif. À ce moment-là, on découvre que Kiryu les a entre ses mains. Caché dans sa salle secrète, il attendait simplement le moment opportun pour mettre en œuvre son plan machiavélique. Pendant ce temps, à la douane démoniaque, Sullivan est retenu et soumis à un interrogatoire. Nous voyons alors Henry, le chef de la police démoniaque, recevoir une information directement de Bâle. Celui-ci affirme que le directeur de l'institution Batora s'est rendu illégalement dans le monde humain et retient actuellement un garçon contre son gré dans sa résidence. De retour à l'école, Hiruma cherche désespérément Kiryu, qui a disparu. Clara et Asmodée l'aident dans ses recherches. À la fin de la journée, le trio se réunit de nouveau. Asmodée suggère que Kiryu a peut-être fui de peur que son projet échoue. Mais Hiruma, convaincu du contraire, refuse d'y croire. Au coucher du soleil, Kiryu est toujours dans sa salle secrète. Il se remémore une conversation avec Bâle, dans laquelle ce dernier lui révélait la véritable nature des créatures du monde inférieur. Il sous-entendait que derrière le sourire innocent du garçon se cachait une immense noirceur. La nuit tombe et les élèves s'amusent au festival, goûtant aux plats et admirant les projets des autres étudiants. Kiryu, observant la joie de ses camarades, décide enfin de passer à l'action. Il brise alors le collier qu'il porte autour du cou. Immédiatement, une gigantesque explosion retentit dans toute l'école, plongeant tous les élèves dans la terreur. Des barrières invisibles apparaissent alors autour de l'établissement. Hiruma retrouve Clara et Asmodée dans les couloirs, mais en s'approchant, il réalise qu'ils sont séparés par un mur invisible. Partout dans l'école, les étudiants sont coincés dans différentes zones sans savoir comment en sortir. Après un long moment d'analyse, Hiruma remarque que ces murs magiques ressemblent étrangement aux pouvoirs familiaux de Kiryu. Les élèves tentent de comprendre ce qui se passe dans toute l'institution.
Les professeurs reçoivent des ordres du directeur suppléant, Kalego, pour vérifier si tous les étudiants vont bien après l'immense tremblement de terre. Les membres du conseil des élèves se rendent dans le bureau de la présidente pour recevoir de nouvelles directives sur la façon d'agir face à cette situation, mais ils sont arrêtés par un mur invisible. Une fois sur place, Marie dit à tout le monde de garder leur calme, d'évaluer ce qui se passait, surtout, de s'assurer que les élèves sont en sécurité. Dans les couloirs de l'école, Kalego avance aux côtés du professeur Robin. Tous deux recherchent des traces du responsable de ce chaos. Cependant, ils se retrouvent aussi face à un mur magique qui les empêche d'avancer. Kalego ignore cet obstacle et invoque sa magie, Cerberobut. Il fait apparaître le célèbre chien de l'enfer à 3 têtes, entouré d'un sortilège d'électricité, détruisant facilement la barrière. Cependant, quelques secondes plus tard, le mur invisible se régénère et redevient intact, sans aucun dommage. Kalego se demande qui a créé cette incroyable magie défensive. Il affirme que cela pourrait être l'œuvre d'un démon de niveau 9 ou 10, et il émet alors l'hypothèse que cette personne a un lien avec l'emprisonnement du directeur. Après tout, Sullivan serait le seul capable de briser toutes ces barrières en une seule fois avec sa puissante magie. En discutant avec Robin, Kalego a une idée brillante. Il contacte un de ses assistants et lui donne des instructions sur ce qu'il doit faire dans cette situation. À ce moment-là, tous les élèves reçoivent une alerte de dernière minute via l'interphone démoniaque de l'école. Le professeur Dali, après avoir reçu les instructions de Kalego, explique aux élèves qu'ils ne doivent pas avoir peur. Il leur dit qu'il s'agit d'un événement surprise organisé par les combattants de la nouvelle magie et les combattants de jeu. Il ajoute que l'école est maintenant un labyrinthe, et que tous doivent éviter de toucher les murs invisibles et atteindre l'objectif final, la place centrale. Il conclut en annonçant que les premiers joueurs à atteindre l'objectif recevront des récompenses spéciales. Les élèves oublient alors leur peur et entrent dans le jeu dans l'espoir de gagner ces prix. Kalego donne ensuite l'ordre à tous les professeurs de garantir la sécurité des élèves arrivant à la place principale, tandis que d'autres enseignants doivent inspecter l'école à la recherche d'indices sur ce qui s'est passé. Pendant ce temps, lui et Robin enquêtent dans l'entrepôt des documents pour identifier des suspects. Tous ceux capables de créer des barrières sont désormais des suspects potentiels. Peu de temps après, les élèves commencent à arriver sur la place principale. Les professeurs doivent afficher un air serein et assurer à tous que tout va bien. Marie arrive sur place avec le conseil des élèves et aide aussi à calmer la situation. Les premières informations arrivent à Kalego. Une professeure lui annonce que toute l'école est entourée par la barrière, rendant impossible toute entrée ou sortie. Les enseignants présents sur la place centrale confirment que 80% des élèves sont déjà sur place. Le professeur des désajustés ressent une méfiance, car il est étrange que plus de la moitié des élèves de l'école soient déjà arrivés au point de rendez-vous. Pendant ce temps, Kirio, dans sa salle secrète, se rend compte que son plan se déroule comme prévu. Il invoque une carte de l'institution et repère la position des élèves. Il modifie alors le labyrinthe pour que tous se rassemblent au même endroit, car une fois qu'ils seront réunis, il fera exploser la place centrale. Son objectif est d'éliminer tous les élèves et professeurs de l'établissement. Avec le temps, tout semble conspirer en sa faveur. Cependant, il remarque que quelqu'un se dirige vers sa salle secrète, ignorant l'ordre de se rendre à la place centrale. Hiruma se rend vers cette salle, où il était peu de temps auparavant avec un vétéran. Le problème est qu'atteindre cet endroit sera difficile à cause de toutes les barrières invisibles. Quelques heures plus tôt, le trio d'amis discutait de la situation. Le protagoniste affirme à Asmodée que cette magie ne peut être que celle de Kirio, le prodige. De l'autre côté de la barrière, avec Clara, il invoque son épée de feu et tente d'ouvrir un passage dans le mur invisible, mais sans succès. Hiruma demande à ses amis de l'aider à atteindre le 3e étage. Il commence alors à réfléchir à un moyen de l'assister. Asmodée demande à Clara de lui fournir du papier et un crayon afin qu'il puisse dessiner un plan de l'établissement. Il explique que, même ainsi, il sera difficile de repérer les murs invisibles de l'école. Clara a alors une idée, invoquer ses soldats magiques de papier, qui seront chargés de détecter l'emplacement des barrières. Ces créatures possèdent une particularité, plus elles reçoivent de magie, plus elles deviennent performantes. Asmodée leur transfère une partie de sa magie, et les soldats se mettent aussitôt en route pour localiser les murs invisibles. Hiruma suit le chemin indiqué par son ami à travers l'interphone infernal. Son objectif est de retrouver son ami vétéran le plus rapidement possible. Pendant ce temps, le professeur Kalego met la main sur le dossier étudiant de Kirio. Il ordonne immédiatement à tous les professeurs de partir à la recherche de cet élève, convaincu qu'il est le responsable du chaos. Dans la place centrale, les élèves commencent à s'agiter pour se divertir, ce qui finit par provoquer un accident. Amélie intervient en sauvant une élève, et leur permet de s'amuser, mais leur demande de rester silencieux. Ils sont surexcités par l'ouverture imminente du festival, qui sera officiellement lancé dès que la cloche de la tour sonnera. Enfin, Hiruma arrive devant le mur secret utilisé par Kirio comme passage dissimulé. Le vétéran, d'un autre côté, a déjà commencé les préparatifs pour mettre sa machine en marche. Le garçon désajusté utilise un dispositif capable d'ouvrir le passage secret. Cependant, il est surpris par une autre barrière qui protégeait la porte.
Il commence à crier pour que son ami annule le sort. Quelques secondes passent, et après avoir frappé à la porte, le protagoniste entre enfin dans la salle. Il remarque que Kiryu a une apparence normale, sans lunettes et avec une coiffure différente. Le vétéran lui explique alors que tout se déroule comme prévu. Il lui montre sa machine destructrice, responsable de causer la destruction de toute l'institution et d'éliminer tout ce présent. Le protagoniste demande pourquoi son plan est si diabolique. Kiryu commence alors à raconter un peu de son passé et de l'histoire de son clan, l'un des plus puissants du monde inférieur, également connu sous le nom de Barrière de Fer. Quand il était encore enfant, il a été déclaré comme un démon possédant très peu de magie dans son corps, ce qui en faisait une honte pour le nom renommé de sa famille. Même sa mère l'a méprisé. À partir de ce jour, elle l'a envoyé au jardin des délinquants, une école primaire extrêmement stricte avec ses élèves. Dans cet endroit, il a été méprisé et humilié par les professeurs et les autres étudiants. Cependant, quand il semblait que personne ne croyait en lui, une seule fille est restée à ses côtés. Les deux parlaient toujours et s'amusaient ensemble, jusqu'à ce qu'un jour, un groupe de brutes décide de faire une mauvaise blague contre eux. Les garçons ont pris de force un porte-bonheur de la fille, qui lui avait été offert par sa grand-mère décédée. Le groupe de brutes a alors immobilisé les deux camarades. Le chef de la bande a jeté le collier de la fille dans la rivière. Kiryu s'est libéré et a invoqué sa barrière magique pour retenir l'artefact. Cependant, dans un moment d'inattention, il a fini par détruire sa propre barrière visible, laissant le médaillon tomber dans la rivière. En voyant l'expression de son amie, il a réalisé qu'elle ressentait de l'angoisse et de la souffrance. Peu de temps après, la fille a été transférée de l'école, mais l'histoire de Kiryu a pris un tournant différent à partir de ce jour-là. Quand il a vu l'expression de douleur sur le visage de la seule personne qui se souciait de lui, il a changé. Le garçon a réalisé que sa véritable ambition était de voir la souffrance sur le visage des gens. Cela le rendait extrêmement heureux. Quelque temps plus tard, lors d'une fête de combattants, Kiryu se promenait dans l'institution et avait déjà le désir de devenir un combattant d'appareil magique, car son obsession pour les objets qui faisaient du mal aux gens était immense et effrayante. Ce jour-là, Batora était à l'école et, en remarquant le regard calme et l'esprit corrompu du garçon, il a décidé de lui donner une chance. Après tout, il serait une pièce maîtresse de son plan maléfique. Batora explique qu'il veut ramener le chaos qui existait dans le monde inférieur, où tous les démons se battaient sans règle. Son objectif était d'éliminer tous ceux qui étaient au sommet du classement démoniaque, c'est-à-dire ceux responsables d'avoir apporté l'ordre et la sécurité dans ce monde. C'est ainsi que Kiryu a rejoint Batora et a commencé à étudier à l'institution Babil, suivant les principes que son maître lui avait enseignés. Tout ce temps, il a attendu avec impatience le jour où il pourrait détruire tout le monde dans cette école. Après avoir expliqué tout son plan, Kiryu s'attendait à voir un visage de désespoir sur le garçon. Après tout, tous les élèves seraient éliminés, et Asmodée ne survivrait pas non plus. Le lendemain du festival, les parents trouveraient leurs enfants sans vie, et l'école deviendrait un paradis de souffrance et de douleur. Cependant, quand le protagoniste lève son visage, il ne montre aucun sentiment. Il marche simplement vers quelques caisses, les empile et retire l'objet responsable de la grande explosion de la machine. À ce moment, Kiryu réalise qu'Iruma, même en étant gentil et amical, est un garçon qui a traversé tant de situations désespérées dans sa vie que lui raconter son plan diabolique ne ferait aucune différence. Le vétéran est choqué de voir qu'il a trouvé son véritable ennemi, quelqu'un qui ne cède pas au désespoir. Le protagoniste dit qu'il ne rendra pas la sphère magique au garçon. Au même moment, le compte à rebours pour la fête des combattants commence, 30 secondes avant que la cloche ne sonne. Avec tout son courage, Iruma court vers la fenêtre de la tour et saute. Il invoque alors le pouvoir du mot libéré de son anneau, et ainsi, le dragon enveloppé d'électricité est invoqué, emportant la sphère vers le haut de la barrière. Kiryu dit qu'il sera impossible de briser sa puissante barrière invisible, même avec cette attaque. Cela ne suffirait pas pour le vaincre. Iruma décide alors de briser la promesse qu'il a faite à son grand-père et prononce le mot interdit, Pandorura. Ainsi, les ailes poussent sur son dos, et le pouvoir du dragon est augmenté de manière absurde. Utilisant toute la magie contenue dans l'anneau, le protagoniste parvient finalement à déchirer la barrière invisible. La sphère monte à grande vitesse, et quand le compte à rebours se termine et que la cloche sonne, la sphère explose enfin, libérant d'incroyables feux d'artifice. L'artefact de destruction est également libéré dans l'explosion et aurait causé des dommages irréparables, mais comme il a été libéré dans les cieux, l'école n'a subi aucun dommage. Tous les élèves ont été émerveillés par quelque chose d'aussi incroyable, jamais vu auparavant dans ce monde. Les professeurs et les démons qui observaient la situation ont été émerveillés par le spectacle de lumière dans le ciel. Kiryu était déçu que son plan ait échoué. Il survolait l'école sur une barrière invisible, tandis que le protagoniste, épuisé d'avoir utilisé tout son pouvoir, souriait largement, heureux d'avoir apporté du bonheur à tous ceux qui, pour la première fois, ont pu assister à un spectacle aussi incroyable. Un peu plus tard, le protagoniste se réveille aux côtés de son grand-père. Heureux de le revoir, il lui confie néanmoins qu'il ne peut plus bouger son corps. Il lui demande ensuite ce qui s'est passé après son évanouissement.
Le démon fait alors un bref récapitulatif des événements survenus quelques heures plus tôt. Au moment où Hiruma a libéré son immense pouvoir, Kalego et son camarade s'approchaient de la dernière tour. À leur arrivée, le professeur Robin a invoqué sa magie familière, un coup, une mort, lançant un puissant projectile spectral qui ne pouvait s'arrêter qu'après avoir atteint sa cible. La puissante attaque a traversé la barrière invisible à une vitesse fulgurante, franchissant plusieurs obstacles avant de heurter la prison démoniaque, où le directeur de l'établissement Bâle était retenu captif. À ce moment-là, Sullivan a remarqué un message attaché à la flèche, et c'est ainsi que le puissant démon est sorti de sa cellule sans accorder la moindre importance à ce qui l'entourait. Le directeur s'est ensuite dirigé vers l'école et, en s'approchant, a pu admirer le spectacle des feux d'artifice. Cependant, il a aussi remarqué que l'explosion avait libéré plusieurs météorites qui fonçaient droit sur l'établissement. Voyant le danger qui menaçait tout le monde, Sullivan a utilisé sa puissante magie pour rassembler tous les météorites autour de lui avant de les projeter à l'extérieur de l'école. Ce faisant, il a créé une nouvelle série d'explosions spectaculaires qui ont émerveillé les élèves. Après avoir sauvé les étudiants, tous les professeurs se sont réunis avec le directeur. Ce dernier s'est ensuite rendu dans la salle secrète de Kiryu. Sur place, les enseignants ont encerclé le vétéran en utilisant leur pouvoir. Sans opposer la moindre résistance, le garçon a reçu la nouvelle de son arrestation. Il a alors déclaré qu'il avait élaboré seul l'intégralité de son plan maléfique, sans l'aide de personne, et qu'il ne regrettait rien. Selon lui, c'était son rêve depuis qu'il avait intégré l'institution. Ainsi, il a été finalement arrêté par la police démoniaque. Avant d'être emmené, il a demandé à Sullivan de transmettre un message à son petit-fils dès son réveil. Le vétéran a averti Hiruma de se méfier de la malveillance qui l'entoure, lui assurant que, tôt ou tard, il connaîtrait à nouveau la véritable sensation du désespoir. Après l'arrestation, le directeur a remercié tous les professeurs pour leur engagement dans la protection des élèves, et en particulier Kalego, qui a su assumer la responsabilité d'un directeur. Quelques minutes plus tard, Hiruma s'est enfin réveillé. Son grand-père lui a raconté tout ce qui s'était passé. Malgré cela, le garçon ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour Kiryu. Mais son aïeul l'a rassuré en lui expliquant que, puisqu'il n'y avait eu aucun accident mortel, la punition du jeune garçon serait légère en prison. Sullivan a ensuite conduit le protagoniste jusqu'à la fenêtre de la salle secrète, d'où Hiruma a pu observer tous les étudiants, heureux et reconnaissants d'avoir pu assister à un spectacle de feux d'artifice aussi merveilleux. Finalement, Sullivan l'a amené jusqu'à la place principale. Là, Hiruma a prononcé un discours dans lequel il a affirmé appartenir aux artisans d'objets magiques et insisté sur le fait que rien n'aurait été possible sans l'aide d'Asmodée, Clara, et du chef de l'équipe des gardiens, Kiryu. Tous l'ont applaudi, et ses meilleurs amis l'ont enfin retrouvé. C'est ainsi que le trio a terminé cette nuit avec un incroyable sentiment de mission accomplie. Le lendemain, le festival des combattants débute. Élèves et professeurs commencent à voter pour l'équipe qui s'est le plus démarquée, et à la fin de l'événement, le décompte des votes désignera l'équipe victorieuse. Ce jour est toujours célébré dans une ambiance festive, mais la présence des familles sur place suscite également une certaine angoisse chez certains élèves. Pendant ce temps, les artisans d'objets magiques effectuent les derniers ajustements sur leur stand. C'est alors que Clara arrive avec toute sa famille, accompagnée de ses frères et de sa mère. Tous font partie du clan Vala. La mère de Clara remercie les deux garçons d'être toujours aux côtés de sa fille, de l'aider et de la protéger quand cela est nécessaire. Ensuite, la famille offre un spectacle impressionnant avant de partir profiter du festival ensemble. Hiruma et Asmodée s'apprêtent à sortir pour découvrir les attractions, mais à cet instant, la mère d'Asmodée retrouve enfin son fils, le jeune prodige. Ce dernier lui demande comment elle a réussi à entrer dans l'école, alors qu'il avait spécifiquement demandé à son majordome de l'empêcher d'y accéder. Elle lui répond alors qu'elle a utilisé sa technique de nettoyage d'oreilles sur son serviteur, le plongeant dans un profond sommeil. Amaryllis, le leader de la luxure parmi les 13 couronnes, s'enthousiasme en rencontrant enfin le meilleur ami dont son fils parle si souvent. Gêné, le prodige interrompt la conversation et informe Hiruma qu'il devra bientôt retourner pour sa présentation. Asmodée doit maintenant trouver un moyen de se débarrasser temporairement de sa mère, mais en attendant, ils continuent à profiter du festival ensemble. Hiruma remarque alors que tous les élèves sont accompagnés de leurs proches. Une profonde tristesse commence à l'envahir, mais soudain, Sullivan apparaît aux côtés d'Opéra pour le surprendre. Son grand-père lui rappelle qu'il a tenu sa promesse et qu'il souhaite profiter du festival avec son cher petit-fils. Ainsi, le protagoniste continue d'explorer les attractions en compagnie de Sullivan et de son majordome. Opéra, emporté par l'enthousiasme, remporte la majorité des prix du festival, ce qui pousse les parents des élèves à se plaindre auprès de Kalego. Le professeur annonce alors qu'il va capturer cet individu, mais dès qu'il aperçoit Opéra, il reste figé sur place avant de s'éclipser sans dire un mot. Plus tard, le groupe des artisans d'objets magiques illumine à nouveau le ciel avec un magnifique feu d'artifice, laissant tout le monde émerveillé par l'explosion de couleurs. Peu après, Hiruma prend une photo aux côtés de Sullivan et d'Opéra. À cet instant,
il réalise à quel point il est heureux d'appartenir enfin à une famille qu'il aime sincèrement. L'un des professeurs annonce alors que le moment tant attendu est arrivé, le décompte des votes est terminé et l'équipe victorieuse du Festival des combattants va enfin être dévoilée. Les élèves de l'institution Babil attendent avec impatience le grand spectacle de clôture, où seront annoncés les groupes de combattants gagnants et leurs récompenses respectives. Tous les élèves, coordinateurs et professeurs sont présents pour assister à cet événement tant attendu. Les étudiants sont concentrés sur l'obtention du prix spécial, qui garantira une montée en grade pour tous les membres du groupe. À cet instant, l'un des coordinateurs de l'école annonce le début de la cérémonie et informe tout le monde qu'elle sera présentée par la présidente du conseil étudiant, Azazel Amélie. La jeune fille monte sur scène et remercie tout le monde pour leur présence et leurs efforts tout au long de l'année, affirmant que chacun a fait preuve d'une grande ambition pour remporter le prix. Ainsi, la remise des prix commence. À la 3e place, nous avons les combattantes des succubes, qui reçoivent un prix de consolation. Tout au long de l'événement, elles ont utilisé leur élégance pour maintenir une bonne ambiance, ce qui leur a valu de nombreux votes. En récompense, elles obtiennent une salle luxueuse pour leur club, apportant plus de confort et de commodité à toutes les succubes. En 2e position, nous retrouvons les combattants de la nouvelle magie. Ce groupe s'est distingué par le développement de nombreuses expériences et sorts qui ont émerveillé les élèves et les professeurs de l'institution. En guise de récompense, ils reçoivent un mystérieux prix, un endobénite noir, qui leur servira à poursuivre leurs recherches magiques. Enfin, voici le prix ultime, celui que tous les groupes espéraient décrocher. Amélie annonce que ce groupe a été le plus acclamé du festival, ce qui a renforcé ses chances d'obtenir le prix tant convoité. La présidente déclare alors que le premier prix revient aux combattants de la transmission. Ce club a assuré la diffusion des annonces et alertes durant tout l'événement, aidant non seulement les élèves, mais aussi les professeurs. Leurs efforts et leur persévérance ont été exemplaires pour la transmission des informations tout au long du festival. Suite à cette révélation, les étudiants réagissent de différentes manières, certains se réjouissent de la victoire du groupe gagnant, d'autres sont déçus de ne pas avoir atteint la première place, et certains s'interrogent sur les raisons pour lesquelles les combattants des appareils magiques n'ont pas reçu le prix spécial, bien qu'ils aient été les plus applaudis. Alors que la cérémonie touche à sa fin, une surprise attend tout le monde, le professeur Calego intervient et annonce qu'il a une déclaration importante à faire. Il explique que le festival des combattants de cette année a été bien plus mouvementé que les précédents, en raison d'un élève qui a pris une initiative risquée, mettant potentiellement d'autres étudiants en danger, simplement pour attirer l'attention. En conséquence, tout son groupe aurait dû être pénalisé, mais cela serait allé à l'encontre des règles de l'événement. C'est pourquoi une nouvelle récompense sera introduite cette année, le prix de la tricherie. Cette distinction permettra aux représentants du groupe gagnant de monter en grade. Les élèves sont choqués par une annonce aussi inédite. Calego déclare alors que le groupe vainqueur du prix de la tricherie est les combattants d'appareils magiques. Asmodée et Clara choisissent Hiruma comme leurs représentants. Le professeur des inadaptés s'adresse alors au garçon et lui fait comprendre que son acte était dangereux, il a mis sa propre vie en péril pour sauver ses camarades. Il lui conseille de faire davantage confiance à ses professeurs, qui seront toujours là pour l'aider en cas de besoin. Hiruma, bien que gêné, reconnaît ses erreurs et acquiesce. Ainsi, Calego transforme l'insigne qu'Hiruma portait et le déclare officiellement étudiant de niveau 3. Tous les élèves applaudissent et célèbrent la victoire des combattants d'appareils magiques. Entouré de beaucoup d'attention, Sullivan se dirige vers son petit-fils et le félicite pour sa victoire bien méritée, affirmant que le garçon a même surmonté sa peur d'être sous les projecteurs après le festival. Mais ils s'en souviendront à peine, car il finit par paniquer lorsque tous les regards de l'événement se tournent vers lui, avec plusieurs journalistes et intervieweurs voulant en savoir plus sur la vie de l'étudiant qui a toujours réussi à atteindre ses objectifs. Le lendemain, le protagoniste et son groupe font la une du journal scolaire. Le garçon est devenu le sujet le plus discuté de toute l'institution. Plus tard, le garçon se rend dans la salle d'Amélie, la présidente, pour confronter son camarade qui a découvert l'implication de Kiryu dans l'incident du festival. Elle affirme qu'Hiruma a été très courageux en prenant les devants pour sauver tout le monde. Cependant, la fille dit qu'ils doivent immédiatement reprendre la lecture des mangas romantiques, car avec tous les événements du festival des combattants, ils n'ont pas eu assez de temps pour être ensemble. Ainsi, les deux commencent à lire une incroyable histoire d'amour et de drame, mais cette ambiance romantique est rapidement interrompue par l'arrivée d'Henri, le père d'Amélie, qui se promenait aux alentours de l'école. La fille sort immédiatement pour le rencontrer, demandant à Hiruma d'attendre son retour. Pendant ce temps, le protagoniste quitte la salle et se promène normalement dans les couloirs lorsqu'il sent une présence forte et menaçante derrière lui. Le garçon se retrouve face au chef de la police du monde démoniaque, Henri, qui l'emmène loin de là. Assis sur un banc, Kiryu essaie de comprendre ce qui se passe. Assis sur un banc, Hiruma essaie de comprendre ce qui se passe. Henri reconnaît que cet étudiant est le petit-fils de Sullivan, ce qui explique pourquoi le directeur a quitté la prison de la douane et a violé plusieurs lois. Le chef de la police réalise qu'Hiruma n'est pas un démon et explique au garçon que lors d'une de ses missions, il a trouvé un humain dans le monde inférieur.
Contrairement à ce que l'on dit sur les humains qui sont dévorés, il existe des protocoles appropriés pour cela. Henry a pris soin de toute la paperasse et a renvoyé l'humain dans le monde humain, effaçant toutes ses mémoires du monde inférieur. À ce moment-là, l'officier était sur le point de demander à Hiruma s'il souhaitait retourner dans son monde, mais la conversation est interrompue par l'arrivée d'Amélie. La fille essaie d'apaiser la tension entre son père et son ami, mais finit par aggraver la situation en révélant à Henry qu'elle rencontre toujours Hiruma après les cours, et que lors de ces rencontres, ils boivent du thé et discutent de relations amoureuses. Son père est sous le choc en entendant cette conversation, ressentant un mélange de colère et de confusion. Après tout, sa propre fille entretient une relation étrange avec un humain. Amélie emmène immédiatement son père hors de l'école, saisissant l'opportunité de mettre fin à cette atmosphère horrible. L'un des élèves raconte que Kuromo est une chanteuse célèbre pour ses belles chansons et son côté mignon, capable d'apaiser n'importe quel démon avec ses spectacles. Ensuite, Asmodée explique à Hiruma que tous les démons possèdent ce qu'on appelle un cycle maléfique, une période où ils deviennent plus violents et rebelles sans raison apparente, cherchant désespérément à libérer toute la haine qu'ils contiennent en eux. Dans ces moments-là, il existe plusieurs moyens pour les calmer et leur permettre de revenir à leur état normal, comme jouer aux jeux vidéo, pratiquer un sport ou écouter de la musique. Le spectacle de Kuromo est un moyen pour eux d'évacuer leur énergie négative à travers la musique. Ainsi, après chaque représentation, ils se sentent bien et retrouvent une vie plus paisible et calme. Après cette explication, Hiruma est appelé à se rendre immédiatement en salle de transmission. Ne comprenant pas la situation, il s'y rend accompagné de ses deux meilleurs amis. Pendant ce temps, ailleurs, la star de la musique, Kuromo, enregistre quelques vidéos pour annoncer ses prochains concerts. C'est une fille extravertie, sympathique et pleine de joie. Mais lorsqu'elle se retrouve seule dans sa loge, on découvre qu'elle cache un immense secret. Kuromo est en réalité Keroli, une élève de l'institution Babil. Elle mène une double vie. Avec sa perruque, elle est une star de la musique, mais sans elle, elle redevient une simple lycéenne introvertie, discrète et silencieuse, évitant toujours d'attirer l'attention. Son passé se dévoile un peu plus. Depuis son enfance, Keroli n'a jamais été brillante à l'école et était considérée comme la moins intelligente de sa fratrie. Mais au fil du temps, elle a réalisé que son entourage la traitait différemment. Elle n'avait pas besoin de faire le moindre effort pour que les autres démons viennent l'aider. Même lorsqu'elle était en danger, tout s'arrêtait dès que son expression mignonne était remarquée. Ainsi, Keroli a compris que son apparence mignonne pouvait contrer la violence. C'est pourquoi elle a maintenu secrète son identité et nourri l'intention de se venger un jour de sa famille, qui l'a toujours mise à l'écart. Cependant, une personne se met en travers de son ascension vers la célébrité, son camarade de classe Hiruma. Avec ses exploits tout au long de son parcours scolaire, il a attiré toute l'attention, reléguant la star démoniaque aux oubliettes. En y réfléchissant, Keroli est prise d'une rage incontrôlable, au point de déclencher involontairement des épines de glace dans toute la pièce. À cet instant, son agent entre précipitamment dans la loge et lui demande de se calmer immédiatement, sinon son secret risque d'être découvert. L'agent de Kuromo, Mal, est l'une des rares personnes à connaître la vérité sur Keroli. Elle lui rappelle que son spectacle va bientôt commencer. Reprenant ses esprits, la jeune fille met de côté sa colère et monte sur scène pour donner un concert rempli d'énergie positive. Mais, à son grand malheur, au milieu du spectacle, elle aperçoit Hiruma dans le public. Aussitôt, son sentiment de haine revient encore plus fort. Pendant ce temps, quelques heures plus tôt, Hiruma avait été convoqué en salle de transmission. Là, le chef des combattants de la radiodiffusion lui remet 3 billets pour le concert de Kuromo, en guise de remerciement pour leurs efforts au festival. Ces billets étaient initialement destinés au club de transmission, mais comme ils devaient gérer la partie technique du spectacle, ils ne pourraient pas en profiter. Ils ont donc décidé d'offrir ces entrées au club des créateurs d'objets magiques. Heureux de cette opportunité, Hiruma se rend au concert avec Clara et Asmodée. Mais une surprise l'attend, il a reçu un billet spécial lui permettant de rencontrer Kuromo en personne après le show. Ainsi, Hiruma se retrouve face à face avec la célèbre chanteuse. Keroli tente de discuter normalement avec lui, mais elle ne peut cacher son irritation d'avoir perdu son statut de centre de l'attention. Malgré cela, elle doit aussi veiller à protéger son secret. Elle enchaîne alors divers subterfuges pour éviter de dévoiler son identité. Cependant, cela ne fait qu'éveiller encore plus de soupçons. Alors qu'Hiruma s'apprête à prendre congé, il lui dit qu'ils se reverront bientôt à l'école. À ces mots, Keroli l'arrête immédiatement et l'interroge sur la façon dont il a découvert son secret. Hiruma explique qu'il a remarqué plusieurs indices, son emploi du temps qu'elle lui avait montré elle-même, sa magie de glace, ses lunettes et surtout une habitude particulière qu'elle a, cacher ses pouces à l'intérieur de ses mains en permanence. Puis, à la grande surprise de Keroli, Hiruma lui avoue qu'il l'envie. Après tout, elle a réussi à garder son identité secrète tout ce temps sans que personne ne s'en doute. Il lui demande alors de lui apprendre à ne pas attirer l'attention. Keroli prend cette demande comme une insulte. Submergée par la rage, elle perd connaissance et est prise d'une forte fièvre. Hiruma doit rapidement chercher de l'aide. Peu de temps après,
l'agent de Kuromo entre et demande à Hiruma s'il a fait quelque chose à la jeune fille pour qu'elle se retrouve dans cet état. Le protagoniste affirme qu'il n'a rien fait qui aurait pu lui nuire. L'agent répond que la seule façon pour Kuromo d'aller mieux serait d'amener un parent possédant de la magie de glace pour faire baisser sa température corporelle, ou bien un médecin qualifié. Mais comme aucune de ces options n'était envisageable à ce moment-là, le concert devait être annulé. Kuromo, en entendant cela, insiste pour retourner sur scène. Après tout, elle a la noble mission d'éliminer la violence dans le cœur des démons. Hiruma continue d'affirmer qu'il fera tout pour aider son ami. La jeune fille finit alors par s'évanouir à nouveau, épuisée d'avoir invoqué sa magie de glace de manière incontrôlée. Non loin du lieu du concert, Amélie est en pleine réflexion, devait-elle y aller ou non? Elle avait obtenu un billet gratuit parce que son père assurait la sécurité de l'événement. Finalement, elle décide d'y aller dans l'intention de se divertir et d'évacuer ses énergies négatives. À ce moment-là, elle se retrouve seule dans la foule, profitant du spectacle pour se détendre. Plus tard, Kuromo se réveille dans sa loge et, en regardant l'heure sur son horloge, réalise qu'elle a raté son propre concert. Elle est persuadée que tout le monde doit être déçu d'elle mais au loin, elle entend la foule chanter. Déconcertée, elle se dirige vers la scène pour comprendre ce qu'il se passe. C'est alors qu'elle découvre Hiruma, Clara et Asmodée, habillés comme des stars de la musique, recevant toute l'attention et l'admiration du public. Kuromo est complètement perdu, essayant de comprendre comment cela a pu arriver. Son agent lui explique que quelques heures auparavant, Hiruma était venu la voir pour s'excuser et proposer son aide pour assurer le concert jusqu'à ce que Kuromo se remette complètement. L'agent avait d'abord rejeté l'idée, la trouvant absurde, mais Clara et Asmodée n'avaient pas abandonné et avaient insisté encore et encore pour obtenir l'autorisation de participer au spectacle. Après avoir poussé l'agent à bout, le trio avait fini par obtenir le feu vert pour assurer l'ouverture du concert. Vêtus de tenues appropriées, ils avaient commencé à divertir les démons présents dans la salle. Hiruma et ses amis avaient réussi à offrir une magnifique performance d'ouverture, mêlant la magie du feu, les excentricités de Clara et la douce voix d'Hiruma. Peu de temps après, Kuromo monte sur scène et, dans ses pensées, elle admire le courage d'Hiruma. Lui qui n'aimait pas être au centre de l'attention avait surpassé ses peurs pour aider son ami. Ensemble, le quatuor offre une performance mémorable. Plus tard, Kuromo retrouve Hiruma et ses amis dans sa loge et les remercie chaleureusement pour leur aide. Son agent leur révèle également qu'alors que Kuromo était inconsciente, sa famille s'était rendue sur place et lui avait insufflé une nouvelle énergie. La mère de Kuromo avait même confié à l'agent que si elle avait assisté au concert en personne, elle aurait sans doute perdu connaissance sous le coup de l'émotion. Le lendemain, les étudiants ne parlent que du concert de Kuromo. Tout le monde est fasciné par la nouvelle star aux longs cheveux bleus. Kuromo ressent alors une nouvelle fois une pointe de jalousie envers Hiruma mais cette fois, ce n'est qu'un sentiment passager. Avec le temps, après la sonnerie du réveil matinal, Hiruma se préparait pour aller à l'école. Le garçon semblait déjà s'être habitué à sa routine dans le monde inférieur. Après son petit déjeuner, il marchait aux côtés de ses amis jusqu'au collège. En chemin, Asmodée est défié par Clara à une course jusqu'à l'école. Le garçon prodige ne se soucie pas de ce genre de choses, mais elle insiste tellement qu'il finit par accepter le défi. La cloche sonne et les élèves sont déjà dans leur salle de classe respective. Certains étudiants du fond de la classe n'arrivent pas à se concentrer sur le cours à cause de la nouvelle chanteuse qui a participé au concert de Kuromo. Cette fille aux longs cheveux bleus et à la beauté incroyable est devenue le sujet de conversation de tout le monde. Cependant, la professeure, fatiguée d'entendre ces bavardages, finit par transformer ses propres élèves en grenouilles. La journée se poursuit dans l'établissement, les élèves s'efforcent de terminer leurs devoirs, participent aux cours de sport et travaillent sur des projets de groupe. En fin de journée, Hiruma lit des mangas à Amélie. La jeune fille reste très concentrée sur cette histoire d'amour, mais en pleine lecture, elle commence à réfléchir au concert où elle était présente. La chanteuse nommée Hirumi ressemblait étrangement à Hiruma. La présidente a des doutes mais préfère rester silencieuse, après tout, elle ne veut pas tirer de conclusions hâtives sur son camarade de lecture. À la tombée de la nuit, Hiruma se préparait à dormir après une longue journée, mais à ce moment-là, quelque chose s'éveilla enfin dans son esprit. Il s'était habitué au monde inférieur, malgré le fait qu'il soit humain. Le lendemain, le protagoniste marchait pensivement en direction de l'école. Il se remémorait tout ce qu'il avait vécu jusqu'à présent, depuis le moment où il avait été capturé par son grand-père sur un bateau de pêche jusqu'à son ascension au rang de démon de niveau 3. Ses amis remarquent la tristesse dans son regard et, pour lui remonter le moral, décident de lui préparer un repas spécial. Ils achètent les ingrédients dans la boutique Comcom et se mettent à cuisiner un plat délicieux, destiné à redonner le sourire à Hiruma. Clara décide de préparer une recette spéciale créée par sa mère, le fameux alpha explosif. Le garçon prodige se méfie immédiatement de ce que Clara pourrait préparer et prend rapidement ses précautions. Cependant, au fil du temps, Asmodée découvre que la recette de Clara n'est en réalité qu'un simple poulet frit. Tandis qu'elle continue de préparer son plat, le garçon prodige se met lui-même en danger en cuisinant un mais nécessitant un ingrédient qu'il redoute particulièrement, le redoutable thon démoniaque.
Asmodée passe la nuit à perfectionner sa recette spéciale et, le lendemain, les deux amis présentent leur plat à Hiruma. Le protagoniste goûte aux deux et affirme qu'ils sont délicieux. Mais en les dégustant ensemble, il réalise qu'ils sont encore meilleurs combinés. Face à ce résultat, Clara et Asmodée en viennent à la conclusion qu'ils sont bien meilleurs ensemble, et ce, pour le bien d'Hiruma. À l'école, la cloche sonne, et le protagoniste regarde son cerisier. Il comprend alors que sa place est dans ce monde, aux côtés de son grand-père et de ses deux amis qui feraient tout pour le voir heureux. Et voilà, c'était la fin des aventures d'Hiruma dans cette première saison. Que réserve l'avenir au garçon et à ses deux meilleurs amis? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hiruma se réveille et se prépare pour une nouvelle journée de cours dans le monde inférieur. Lorsqu'il retrouve son grand-père pour le petit déjeuner, ce dernier remarque que l'anneau glouton qu'Hiruma porte à la main a faim. Pour y remédier, ce puissant démon l'alimente avec un peu de sa magie. Peu après, Clara et Asmodée viennent chercher Hiruma pour aller ensemble à l'école. Dès qu'il sort de chez lui, sa routine habituelle commence, ses deux amis se disputent pour savoir qui portera son sac, déclenchant une petite querelle. Clara insiste en disant s'il te plaît à plusieurs reprises, et comme Hiruma ne peut rien refuser à une demande formulée ainsi, il finit par céder et lui laisser son sac. En arrivant au collège, tous les professeurs, les élèves et les coordinateurs se rassemblent pour chanter l'hymne de l'école. Hiruma, habitué à cette chanson, ne fait même plus attention aux paroles macabres. Le début des cours marque une annonce importante, le professeur Kalego informe la classe des inadaptés que l'examen final approche et qu'ils doivent impérativement réussir, sous peine de subir de graves conséquences. De son côté, Hiruma comprend qu'il s'agit simplement d'un examen semestriel, comme ceux du monde humain. Plus tard, en cours de magie fondamentale, la professeure explique que l'exercice du jour consiste à changer la couleur d'un crapaud enfermé dans un bocal. Elle demande à Hiruma de passer en premier. Encouragé par ses amis, il s'avance avec confiance. La professeure lui indique qu'il doit réciter l'incantation et le sort, tout en dirigeant ses mains vers l'animal. Hiruma suit les instructions et ajuste son anneau au niveau 1, car c'est un sort très basique. Il réussit l'exercice avec succès, transformant le crapaud vert en une créature sombre et ténébreuse. L'heure du déjeuner arrive. Asmodée demande à Hiruma s'il préfère manger un plat démoniaque très relevé, mais celui-ci répond qu'il se contente de ce qu'il y a. Une fois de plus, Asmodée et Clara commencent une dispute et courent jusqu'au réfectoire. Alors qu'Hiruma tente de suivre ses amis, il est soudainement pris de court, la créature de son anneau se matérialise d'un coup. Surpris, il se souvient que la dernière fois qu'il l'avait vu, la situation avait été catastrophique. Cependant, cette fois-ci, quelque chose a changé, l'ombre, qui jusqu'alors ne faisait qu'émettre des grognements incompréhensibles, est désormais capable de parler distinctement avec son maître. Intrigué, Hiruma se réfugie dans un coin discret et engage la conversation avec la créature. Celle-ci lui reproche d'utiliser sa magie de manière incorrecte et le prévient que, s'il continue ainsi, elle ne l'aidera plus. Hiruma est perplexe, mais le monstre poursuit en expliquant qu'il a énormément souffert récemment. Il lui raconte qu'il est resté longtemps sans être nourri et qu'Hiruma a consommé toute son énergie en une seule invocation. Finalement, la créature déclare qu'à partir de maintenant, Hiruma devra être plus respectueux envers elle et apprendre à utiliser sa magie avec style et élégance. Hiruma lui demande alors comment utiliser correctement la magie. L'ombre lui répond que tout repose sur ses pensées, il suffit d'imaginer quelque chose, et la magie s'accomplit. La créature demande alors à Hiruma de la transformer en une silhouette avec de longs bras, de longues jambes et une taille fine, souhaitant ainsi avoir un corps plus proche de celui d'un démon. Le protagoniste réalise son souhait, mais lorsque la créature se regarde dans le miroir, elle constate que son maître manque cruellement de créativité. Toutefois, son vœu a été exaucé. Elle révèle alors son nom, Alikuld, mais précise qu'Hiruma peut simplement l'appeler Ali. Pendant ce temps, en observant une affiche d'un concert récent, Amélie se rend compte que la talentueuse chanteuse Hirumi ressemble énormément à Hiruma. De retour dans la salle de rangement, Alikuld encourage son maître à être plus audacieux et à essayer de lancer un sort. Hiruma suit son conseiller. Au début, il ne parvient qu'à changer la couleur de son uniforme, passant du bleu au blanc. La créature l'incite à être plus détendu et créatif. Avec un nouvel essai, Hiruma réussit à invoquer de nouveaux vêtements, notamment ceux de Sabnok et d'Asmodée. Alikuld insiste pour qu'il expérimente une tenue qu'il n'aurait jamais imaginé porter. Sous la pression psychologique, Hiruma utilise une fois de plus sa magie. Amélie passait dans le couloir à ce moment-là et entendit une incantation. Curieuse, elle entra dans la salle pour réprimander l'élève fautif et découvrit Hiruma vêtu d'habits féminins. Gêné, le garçon tente de s'expliquer, mais la présidente ne croit pas un mot de son histoire. Elle prend la fuite en laissant Hiruma submergé par une honte extrême. Plus tard, Hiruma demande à Alikuld pourquoi il ne l'a pas aidé à clarifier la situation auprès d'Amélie. La créature répond qu'elle a peur d'être vue par d'autres personnes. En tant qu'être inconnu, elle risquerait de devenir un sujet d'expérience macabre si elle était découverte. Alikuld affirme que si Hiruma l'aide à découvrir sa véritable nature démoniaque, il l'aidera en retour à arranger la situation avec Amélie.
Ainsi commence la quête d'Iruma pour découvrir la véritable identité d'Alikuld. Il ne perd pas de temps et se tourne vers la personne la plus sage qu'il connaisse, son grand-père. Mais sa déception est grande lorsque ce dernier lui répond simplement que les anneaux ne parlent pas et n'ont pas de volonté propre. Iruma insiste en expliquant qu'une créature vit bel et bien dans son anneau, mais son grand-père pense que son petit-fils est juste épuisé et décide de le faire dormir. Le lendemain, Iruma se rend à la bibliothèque de l'institution pour en apprendre davantage sur l'anneau glouton. Après de nombreuses recherches et interrogations sur Alikuld, il arrive à une conclusion fascinante, la créature gagne en puissance à mesure qu'Iruma monte dans le classement des démons. Depuis sa récente montée en grade, Alikuld a acquis la faculté de parler et de sortir de l'anneau à tout moment. Les deux compagnons sont ravis de cette découverte, car cela signifie qu'ils évolueront ensemble au fil du temps. Ce soir-là, Iruma s'endort avec un sentiment d'accomplissement aux côtés d'Alikuld. Cependant, au réveil, il se rappelle qu'il n'a toujours pas résolu le malentendu avec Amélie. Dans la maison de la présidente du conseil étudiant, Amélie prend son petit déjeuner, encore troublée par le rêve qu'elle a fait d'Iruma en tant que la mystérieuse chanteuse. Son père, qui lui parle à travers un projecteur, remarque son expression étrange et lui demande si cela a un lien avec Iruma. Gênée, elle ne répond pas directement, mais son comportement trahit ses pensées. En la voyant aussi troublée, son père lui annonce qu'il ne permettra en aucun cas qu'une relation amoureuse se forme entre eux, s'opposant catégoriquement à toute romance entre les deux étudiants. À l'école, Amélie est toujours agitée par ce qu'elle a vu quelques jours plus tôt. Elle n'arrive pas à accepter que ce garçon, à la fois courageux, peureux et parfois insensé, puisse avoir des goûts si inattendus. Elle commence à se demander ce qu'Iruma représente vraiment pour elle, est-il juste un camarade de classe ou bien son premier véritable ami humain. Dans la cour de l'Académie Babil, Keroli confronte Iruma à propos de sa participation au concert, et lui demande de mettre son habit de scène. Elle lui explique que la chanteuse Irumi est acclamée par tout le monde et qu'elle a besoin d'une photo à ses côtés pour la promotion de l'événement. Embarrassée par cette demande, Iruma refuse catégoriquement de remettre une tenue féminine pour poser à côté de son ami. S'ensuit une petite dispute, au cours de laquelle Keroli parvient à lui enfiler une robe. Amélie, qui passait par là, aperçoit encore une fois Iruma dans une situation compromettante. Avant qu'il ne puisse s'expliquer, elle l'attrape et l'emmène de force dans son bureau pour une conversation privée. Elle lui assure qu'elle ne souhaite pas juger ses préférences, mais qu'elle veut lui parler d'un sujet plus sérieux, les clubs de combattants et de magie. Au même moment, Clara et Asmodée, qui se trouvaient à l'entrée de l'école, sont arrêtés par plusieurs coordinateurs de l'institution. Dans le bureau de la présidente, Amélie explique à Iruma que son club de combattants ne pourra plus continuer ses activités, car il ne compte plus de représentants officiels. Pour le maintenir actif, il faudrait soit un leader de 3e année, soit 3 membres ayant atteint le niveau 4. En attendant qu'une solution soit trouvée, le club sera donc fermé. Amélie informe Iruma que s'il souhaite rouvrir le club des combattants des artefacts magiques, il devra suivre un entraînement et obtenir l'approbation du conseil étudiant. Pour cela, il doit rejoindre d'autres clubs de combattants et obtenir des lettres de recommandation de leur président. Asmodée, grâce à ses incroyables compétences, est transféré dans le club de création de sorts, tandis que Clara, avec son imagination débordante, rejoint le club des jeux. Avec la dissolution totale de son groupe, Iruma se retrouve désormais membre du conseil étudiant, ayant reçu une recommandation directe d'Amélie. Le lendemain, il fait l'expérience de la vie d'un conseiller étudiant, il doit se lever tôt dans les dortoirs de l'école et accomplir de nombreuses tâches exigeant rapidité, coopération et dévouement. Iruma assiste même à une réunion avec les professeurs de l'institution. Kalego, surpris, se demande comment son élève a pu obtenir un poste d'un tel niveau. Lorsque le groupe d'élite arrive au réfectoire, Iruma se réjouit à l'idée de manger, mais sa joie est de courte durée, le repas des membres du conseil étudiant ce jour-là se limite à un simple haricot. Amélie lui explique qu'il lutte actuellement contre les excès de gourmandise. Dévasté par cette nouvelle, Iruma n'en revient pas. Pour démontrer l'importance de la discipline et de l'entraînement, Amélie effectue un saut spectaculaire et assène un violent coup à un élève, le mettant KO sur place. Tous sont stupéfaits par cette action soudaine, mais elle leur explique qu'elle a simplement fait ce qui était nécessaire, ce camarade était en train de sombrer dans le cycle et, sous l'effet de la rage, allait dévorer l'un de ses compagnons. Elle était la seule à avoir perçu ce danger imminent, prouvant ainsi que ses sens étaient extrêmement aiguisés. Plus tard, Iruma discute avec elle dans son bureau, lorsqu'il reçoit la visite de son grand-père. Cependant, malgré son statut de directeur de l'établissement, Amélie ne tolère aucune forme de favoritisme et expulse immédiatement Sullivan, lui interdisant de gâter son petit-fils. Une fois seule, Amélie demande à Iruma d'enlever ses vêtements. Gêné et méfiant face à cette demande soudaine, il hésite. Mais Amélie lui explique que sa tenue actuelle n'est pas appropriée pour ce qu'ils ont l'habitude de faire ensemble lorsqu'ils sont seuls. Iruma comprend alors la situation, ils vont lire un manga romantique, comme toujours. En feuilletant leur lecture, il réalise qu'Amélie possède deux facettes bien distinctes, d'un côté, elle est la présidente rigide, froide et méthodique, et de l'autre, une jeune fille douce et innocente,
complètement absorbée par ses mangas d'amour. Le lendemain, Hiruma décide de ne pas se limiter à son côté adorable, mais aussi de gagner la confiance de son alter ego strict et discipliné. Il exécute donc toutes ses tâches avec un sérieux absolu, redoublant d'efforts et surprenant même les professeurs par sa détermination. Au réfectoire, il continue à suivre les principes du conseil étudiant et mange, encore une fois, un simple haricot pour son repas. Toutefois, en discutant avec ses coéquipiers, il commence peu à peu à mieux s'intégrer au groupe. Amélie, l'observant de loin, ne peut s'empêcher d'être fière de ses progrès. Soudain, Amélie est convoquée dans la salle du club des combattants de transmission. Sans se douter de quoi que ce soit, elle s'y rend, mais en réalité, une figure mystérieuse est à l'origine de cet appel. En entrant dans la salle vide, elle se retrouve face à une personne vêtue d'une cape noire. Lorsqu'elle l'interroge sur la raison de cette convocation, l'individu répand un mystérieux parfum dans l'air. Un peu plus tard, le conseil étudiant découvre que le club des combattants de transmission n'a jamais envoyé d'invitation à Amélie. Alarmés, tous se précipitent à l'endroit où elle a été convoquée. À leur arrivée, ils trouvent Amélie inconsciente au sol. En tentant de la réveiller, elle ouvre soudainement les yeux avec une expression de panique et se demande pourquoi elle porte des vêtements aussi provoquants. Le lendemain, tous les étudiants sont impressionnés par le changement de personnalité de la présidente. La leader, autrefois rigoureuse et disciplinée, est maintenant une jeune fille sentimentale. Clara se demande même si elle pourrait avoir une sœur jumelle démoniaque, mais Asmodée réfute cette hypothèse, affirmant qu'Amélie n'a pas de sœur. Le prodige veut aider son meilleur ami à résoudre le mystère entourant la présidente, mais son nouveau groupe de combattants l'emmène s'entraîner à de nouvelles magies. Pendant ce temps, le conseil étudiant réfléchit à ce qui a bien pu arriver à leur leader. Plus tard, Amélie passe un examen avec l'une des professeurs, mais personne ne comprend ce qui a causé son changement soudain de comportement. La professeure explique qu'Amélie n'a ni perdu la mémoire ni subi d'attaque physique. Sa nouvelle personnalité a été créée par une puissante magie, mais même elle ne parvient pas à en identifier l'origine. La seule façon de ramener l'ancienne présidente est de la faire reprendre ses activités habituelles. Cependant, la jeune fille exécute désormais toutes ses tâches avec une grande douceur et délicatesse, totalement à l'opposé de sa version précédente. Ce changement frustre ses amis, qui étaient habitués à la voir diriger avec fermeté. Le groupe décide alors de soutenir coûte que coûte leur présidente et de découvrir qui l'a ensorcelée. Alors qu'il traverse un couloir, il remarque quelqu'un dans la salle du conseil étudiant. En s'approchant, il découvre que c'est Renové Lomière, le chef des combattants disciplinaires. Il convoitait le poste de président du conseil étudiant depuis longtemps. Démonstratif et romantique dans ses paroles, il est pourtant peureux et parfois inconscient. Il assure au conseil étudiant qu'il n'a rien à voir avec le problème de la présidente, mais souhaite profiter de la situation pour proposer une élection de dissolution. Cette élection permettrait aux élèves et aux professeurs de voter pour décider si le conseil étudiant doit être maintenu ou dissous. Ces élections ont généralement lieu lorsque le conseil étudiant est jugé inutile. Profitant de la situation d'Amélie, Lomière espère en tirer parti pour prendre la présidence. Il précise que cette élection ne peut être refusée et qu'elle aura donc lieu de toute façon. Le lendemain, Lomière cherche à rallier ceux qui partagent son point de vue. Grâce à son charisme, il attire l'attention des élèves qui passent à proximité. Il promet de nombreuses réformes, comme la réduction du nombre de jours de cours, des cours entièrement en plein air et des concours de nourriture. Les étudiants sont enthousiastes, mais lorsqu'on lui demande s'il peut réellement mettre ses idées en place, il répond simplement que non. À cette réponse, plusieurs élèves quittent les lieux. Il leur assure néanmoins qu'il fera de son mieux pour rendre l'école plus amusante et agréable, ce qui finit par convaincre le public. De son côté, Amélie tente également de convaincre les élèves de la maintenir à la présidence. Mais sa nouvelle timidité l'empêche même de prononcer son discours. Voyant cela, Hiruma décide de lui venir en aide. Pour cela, il a besoin de renforts. Il raconte toute l'histoire à Asmodée et Clara, et recrute ses amis pour cette mission, d'autant plus qu'ils ne s'entendent pas avec leurs nouveaux groupes respectifs. Il envisage même de demander l'aide de son professeur Kalego, mais abandonne l'idée, sachant que cela ne ferait qu'aggraver leur relation. Amélie retrouve Hiruma et lui dit qu'il doit lui parler d'urgence. Alors que le protagoniste est seul et pensif dans la salle du conseil étudiant, l'anneau qu'il porte s'active soudainement et une ombre commence à lui parler. La créature affirme vouloir aider son maître face à cette situation délicate. Elle lui explique qu'il existe plusieurs types de magie, certaines étant plus efficaces contre certains utilisateurs que d'autres. Par exemple, un étudiant spécialisé en magie de feu sera plus vulnérable face à quelqu'un maîtrisant la magie de glace. L'ombre affirme que l'enchantement sur Amélie est sur le point de disparaître, mais qu'un élément inconnu empêche la magie de se dissiper complètement. À ce moment-là, Amélie entre dans la salle et l'ombre retourne immédiatement dans l'anneau. La présidente retrouve alors ses vêtements habituels et annonce qu'elle a une information d'une importance capitale à révéler à Hiruma.